Je me suis formée pour être psychosomatothérapeute parce que je voulais surtout pas qu'on me parle de devenir médium. Je me suis dit, être médium et psy, c'est bizarre, parce que c'est deux métiers qui vont pas ensemble. Et ce sont mes clients qui m'ont dit l'inverse. Est-ce que tu peux nous dire tout simplement ce qu'est un ou une médium? Être médium, ça veut dire se connecter à des êtres non incarnés. C'est tout ce que l'on ne peut pas palper. Tu as aussi une formation en psy. Oui, tout à fait. En tant que psy, je vais plutôt amener la personne à prendre sa décision par elle-même, alors qu'en tant que médium, je vais donner l'information. Tu arrives à sentir des choses que la plupart des gens ne sentent pas ou ne voient pas? Moi, mes souvenirs sont très nets à partir de 13 ans, un peu plus de 13 ans. Je vois un petit garçon sur son vélo avec un ciré jaune. Mais j'avais la conscience que c'était quelqu'un qui n'était pas palpable. Est-ce que tous tes amis se sont éloignés de toi? Il y a une copine qui me dit « Tu sais ce qui s'est passé hier ?» Je lui dis « Ben oui, il y a Bidule qui t'a téléphoné. » Elle me dit « Haha, qui te l'a dit ?» Je lui dis « Ben non, parce que quand tu parles, là, tu vois, il y a une image qui apparaît. Je te vois, t'étais au téléphone, t'étais dans telle pièce. » Et là, elle me regarde et j'ai vu que je lui avais fait peur. Avec des volontaires, ça pourrait vraiment donner lieu à une étude scientifique. J'ai déjà été contactée par un psychiatre pour enfants. Il voulait faire un travail avec des médiums parce qu'il s'est rendu compte que ça aidait énormément les enfants. J'ai pas été accompagnée pour ça, donc j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs et des choses qui m'ont mise en danger. Si en annonçant un événement, on pouvait l'éviter, le fait d'annoncer un événement, on peut le provoquer. Voilà. J'ai été confrontée au côté pas normal, ça m'a assez dérangée. Pour moi, c'était normal. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de Nexus, et bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas que le magazine Nexus est un magazine sans pub ni subvention et que seuls vous, lecteurs, nous permettez de vous proposer du contenu en accès libre, comme cet entretien qui va suivre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir immense d'accueillir Sorine André. Sorine, qui est médium depuis des années, bienvenue. Merci et contente d'être ici et enchantée de vous rencontrer tous. Alors Sorine, avant de développer cet entretien, est-ce que tu peux nous dire tout simplement ce qu'est un ou une médium? Alors, il y a plusieurs définitions, chacun va se définir d'une manière différente, mais je dirais de manière générale, être médium, ça veut dire se connecter à des êtres non incarnés. On va se dire, un médium, c'est forcément quelqu'un qui communique avec les défunts. C'est pas vrai, il y a des médiums qui ne communiquent pas avec les défunts, mais ils vont communiquer avec vos guides, les êtres spirituels qui vous accompagnent, ou alors ça peut être se connecter à l'âme de quelque chose, l'âme d'un lieu, l'âme d'un objet, l'âme d'un terrain, l'histoire aussi, et ça peut être de se connecter à des mémoires, l'âme et l'énergie d'une plante ou d'un animal. Donc en tout cas, c'est tout ce que l'on ne peut pas palper dans le monde matériel et auquel on peut se connecter, et les médiums ont une facilité à le faire. Parfois, tu appelles le monde matériel le monde habituel. Exactement. Oui, j'aime bien dire, parce que souvent on dit dans la norme ou le monde normal, et ce mot-là, même s'il est très juste, c'est un peu comme si on jugeait que le reste est anormal, et je trouve que habituel et inhabituel me paraît beaucoup plus vrai finalement, parce que c'est un monde habituel, c'est celui dans lequel on est élevé, celui qu'on nous montre, et il y a le monde inhabituel, et le monde inhabituel, ça peut être aussi une façon de vivre, ça peut être la spiritualité, ça peut être vraiment diverses choses finalement, parce que on a tous un monde inhabituel. Dans nos propres familles, on vit d'une manière dont les autres ne vivent pas, donc c'est inhabituel, et il y a la masse où c'est habituel. Alors ce que tu appelles inhabituel, pour la plupart des gens, finalement, c'est habituel pour toi aussi. Parce voilà. que chaque jour, si tu te connectes là, même dans cette pièce ou dans cette maison, où tu arrives à sentir des choses que la plupart des gens ne sentent pas ou ne voient pas. Bien sûr, alors moi j'ai beaucoup travaillé pour éviter d'être polluée par tout ça. J'utilise bien le mot polluée parce qu'à un moment donné c'était tellement intense dans ma vie que c'était trop. Je recevais beaucoup trop d'informations au quotidien, et donc là c'est seulement si je le souhaite, c'est comme si j'allumais sur un bouton pour pouvoir voir ce qui se passe dans le lieu. Je pourrais me connecter à ce lieu-là, à son âme, pour savoir comment ça se passe, est-ce que vous entendez bien par exemple, ou qu'est-ce qui peut être amélioré, est-ce que c'est un lieu qui se sent bien
ou pas. Je peux voir tout ce qui sont les énergies terrestres. Je n'ai pas fait une phrase en français, hein, mais tout ce qui est de l'énergie terrestre, les vortex, les zones telluriques, les zones énergétiques, les tubes de rechargement, de déchargement. Enfin, on ne va pas faire forcément toute la liste. Ça peut être aussi des défunts qui sont dans le lieu. Ça peut être des souvenirs attachés à un objet en particulier ou un objet en particulier qui voudrait communiquer quelque chose. Donc oui, c'est assez vaste. Donc ça, c'est ce que je pourrais sentir dans le lieu. Et en me connectant à quelqu'un, si la personne me donne son autorisation, parce que je me connecte jamais sans qu'on me le demande explicitement, parce que parfois on me fait des demandes implicites. Oh, un jour j'aimerais bien. Pour moi, c'est pas suffisant. Il faut s'exprimer pour dire est-ce que tu peux, est-ce que tu serais d'accord? Là, oui, parce que là, je suis sûre que la personne est vraiment d'accord. Et ça, j'en profite pour le souligner. Quand vous êtes en relation avec quelqu'un qui a des capacités, attention. Soyez d'accord. C'est pas quelque chose qui va vous être donné comme ça peut être surprenant. Il faut pouvoir donner son accord et ne pas être, réceptionnaire, je ne sais pas si ce mot existe, mais en tout cas d'une information qui pourrait nous troubler. Oui, parce que c'est arrivé parfois que j'aille dans des endroits et qu'une personne me dise « alors toi, t'es comme ci, toi, y a ça », et d'être perturbée en fait, parce que j'avais, comme tu disais, rien demandé. Mais moi, ça m'est arrivé aussi. Il y a une personne de mon entourage qui développait ses capacités et qui me dit ah, j'ai un message de tel défunt, un de mes défunts à moi. Et je lui dis ça, il veut te dire que, et je l'ai coupé, j'ai dit attends, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie. Bah oui, mais lui il insiste. Je dis ben ça c'est toi qui dois gérer ta capacité avec lui, mais moi je suis pas obligée de recevoir parce que quelqu'un a envie de me parler. C'est comme si, je sais pas, si quelqu'un vous envoie un message vocal ou vous laisse un message sur le répondeur, vous avez encore le choix de décider si vous l'écoutez ou pas. Donc c'est important qu'on soit d'accord et qu'on soit prêt en fait. Même si on ne sait pas ce qu'on va recevoir et parfois on est prêt puis on peut être un peu chamboulé par le message, mais c'est important d'avoir l'accord. Donc je reviens sur ce que je disais. Donc, si je me connecte à une personne et si c'est une demande explicite, je vais me connecter à ses guides et recevoir des messages qui la concernent pour connaître son chemin de vie, pourquoi est-ce qu'on s'incarne et qu'est-ce qu'on doit réaliser. Et surtout, dans mes spécialités, ce que j'adore faire, c'est me connecter à ces autres vies, les vies passées, les vies parallèles, qui font en sorte de nous aider à mieux nous connaître et comprendre, par exemple, des blocages inexpliqués ou une direction qu'on est en train de prendre, on ne comprend pas trop ce qui se passe et nos autres vies, elles nous permettent d'avoir une clarification sur notre vie actuelle et aussi de nous apporter leurs propres ressources. Des choses que l'on a fait dans une autre vie, eh bien, on va les avoir comme bonus. C'est comme notre expérience. Quand on a fait un travail, on a une certaine expérience. Et pour le futur, ben là, c'est la même chose. On arrive avec un potentiel d'expérience. Alors, par rapport aux vies antérieures, est-ce que quand ça a commencé pour toi, cette faculté de médium, d'emblée, tu as été sensibilisée à ce sujet, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut être médium sans avoir conscience des vies antérieures? Oui, bien sûr. Et puis, ça n'a pas commencé comme ça pour moi. Et avant de comprendre aussi tout ce qui se passait, c'était un peu complexe. Donc, si vous posiez la question à ma mère, elle dirait que j'ai des capacités depuis ma naissance. Elle m'a vue parler avec des gens dans la pièce qui n'étaient pas mes poupées, mais je parlais vraiment... Elle me voyait en discussion avec quelqu'un et elle était persuadée que je discutais avec des esprits, mais moi, j'en ai aucun souvenir. Donc, je ne pourrais pas vraiment vous parler de ça. Donc ça, c'est son expérience. Moi, mes souvenirs sont très nets à partir de 13 ans, un peu plus de 13 ans. Eh bien, je descendais pour prendre mon petit déjeuner. Donc, on habitait dans une maison et en bas des escaliers, il y avait un couloir qui menait à la cuisine. Donc, j'arrive en bas des escaliers et là, je vois un petit garçon sur son vélo avec un ciré jaune. Évidemment, quand je vous dis je vois un petit garçon avec un ciré jaune sur son vélo, je le vois physiquement comme je vois ce qui m'entoure là, ou comme je te vois toi, mais j'avais la conscience que c'était quelqu'un qui n'était pas palpable. Donc je le vois vraiment devant mes yeux, comme je vois, enfin comme tout le monde est capable de voir, mais je savais que c'était pas quelqu'un de vivant, parce que je savais que je pourrais pas le toucher. Si j'essayais, je n'aurais pas pu réussir. Et je vais dans la cuisine, je beurre mes biscottes avant de les manger, bref. Et pendant que je beurrais mes biscottes, il y avait plein de monde. J'avais l'impression d'être dans un hall de gare et de voir plein de défunts en train de discuter.
Oui, c'est Ça doit être surprenant, surtout si ça arrive d'un coup. Alors, ça m'a pas surprise du tout. J'ai pris mon petit déj, mais tout à fait normalement. C'est un peu comme si j'avais pris mon petit déj en allumant la télé, en fait. C'est parce que je les voyais, mais eux n'avaient pas, ne me captaient pas. Enfin, en tout cas, j'avais la capacité de les voir et on n'entrait pas en interaction. Juste, tu vois, comme si j'étais en train de regarder un film, quoi. Sauf que je savais, ils étaient dans la pièce, mais je savais aussi que je pouvais pas les toucher. Donc pour moi, ça m'a paru tout à fait normal. Alors aujourd'hui, je me dis, mais comment c'est possible que ça m'a paru normal? Mais ça m'a pas choquée. Et parce que j'avais 13 ans, il y a l'adolescence, il y a plein de choses qui bougent. On a les poils qui poussent, on a la voix pour les garçons qui change. Pourquoi j'aurais pas pu avoir un truc qui change en fait? Ça m'a pas choquée du tout. Peut-être que c'était quelque chose que tu avais ressenti plus petite et qui était naturel chez toi, et en fait, t'as pas déboussolé. Oui, et puis aussi, il faut savoir que j'ai grandi dans un univers où pour moi, c'était des choses qui étaient tout à fait normales parce que quand j'ai eu à 7 ans et demi, mon père est décédé et ma mère a essayé de faire tout pour retrouver mon père chez les défunts. Du coup, elle a fait beaucoup de choses. Elle a tiré les cartes, elle a fait la table qui bouge, le verre qui bouge, la boule de cristal. Enfin, elle a essayé beaucoup de choses. Alors à chaque fois, elle faisait en sorte que je sois pas, comment dire, que je sois pas présente. J'ai pas fait de séance avec elle. Sauf que pour aller dans ma chambre, il fallait passer par la sienne. Donc j'ai déjà vu le matériel en quelque sorte. Donc il y avait comme certainement une ouverture et puis aussi le fait qu'elle me voit parler avec des êtres non incarnés, eh bien elle me laissait faire. Pour elle, c'était normal. Donc j'ai jamais eu quelque chose qui m'a arrêtée là-dedans en fait finalement. À tes 13 ans, tu as cette vision. Et à partir de ce jour-là, tu en as eu... C'est devenu très intense et c'est là où, à l'époque, c'était qu'est-ce qui est normal et pas normal. Donc c'est pour ça que j'ai été confrontée au côté pas normal. Ça m'a assez dérangée. Pour moi, c'était normal, ok? Donc, j'étais au collège, je pars au collège, je vois plein de choses qui s'allument. Enfin, quand je vois des gens, je capte des informations, je commence à avoir plein d'informations sur tout le monde. Je ne sais pas si vous avez vu le film, alors c'est pas tout neuf maintenant, mais Ce que veulent les femmes, où Mel Gibson, il s'électrocute et du coup, il reçoit la capacité d'entendre les pensées des femmes. Ah oui! Et à un moment donné, il commence à entendre toutes les femmes de toute la ville, de tout le pays, et ça devient horrible en fait. Et du coup, moi, c'est ça qui s'est produit. C'est-à-dire que je commençais à capter tout sur tout le monde. Pas tout dans tous les détails, mais toutes les choses fortes. Tout ce qui touche les gens. Et ce qui touche les gens, c'est pas toujours des trucs rigolos. Mais bon, ça c'est une autre information dont je pourrais parler. Mais donc, je suis allée au collège et j'arrive et il y a une copine qui me dit « Tu sais ce qui s'est passé hier ?» Je lui dis « Ben oui, il y a Bidule qui t'a téléphoné, il t'a dit ça, puis demain, il va se passer ça. » Normal, enfin pour moi c'est normal. Elle me dit haha, qui te l'a dit? Je lui dis ben non, parce que quand tu parles là, tu vois, il y a une image qui apparaît, je te vois, tu étais au téléphone, tu étais dans telle pièce habillé comme ça, et puis machin, il était habillé comme ça dans telle pièce, et puis il t'a dit ça, et demain il va se passer ça. Mais toujours normal. Et là elle me regarde et j'ai vu que je lui avais fait peur. Oui. Et j'ai pas compris. Et du coup, elle l'a pris à la rigolade en disant ah ah ah, tu me fais une blague. Et moi, je comprenais pas. Parce que c'est difficile de. On dit quelque chose de manière sincère et en face, c'est comme si on ne nous croyait pas. Pour moi, c'est quelque chose d'assez difficile. Et le lendemain, il s'est passé exactement ce que j'avais dit et j'ai commencé à faire peur dans le collège, en fait. Les gens ont commencé à avoir peur de moi. Oh. Donc ça, c'était pas agréable du tout. C'était pas une période très très facile. Et c'est là où je me suis demandé si j'étais normale. Donc c'est là où le côté normal ou pas normal a pris un grand pas. Et puis surtout, j'avais quelque chose qui attirait les gens. C'est-à-dire que j'étais dans le bus, j'avais des stratégies d'évitement parce que j'étais dans le bus, je m'asseyais derrière le chauffeur, il y a une place, je prenais un livre et je le mettais comme ça, un petit peu décalé pour que les gens ne voient pas mes yeux et que je puisse pas les voir. Eh bien, pratiquement à chaque fois, il y a quelqu'un qui a appuyé sur mon livre pour qu'on entre en communication. Enfin, c'est hyper intrusif d'ailleurs, hein. Je m'en rends compte maintenant. Je me rappelle même d'une femme qui a appuyé sur mon livre, donc forcément, je ne vais pas le maintenir comme ça. Et puis elle commence à me parler et à me raconter tous ses problèmes. Donc ça, c'était permanent. Je rentrais chez moi, je pleurais. Ma mère, elle me demandait si j'avais des problèmes et je lui disais, j'ai pas de problème.
mais je pleurais sur les problèmes des autres, en fait. C'était pas une période très facile. Et là, je n'arrivais pas à fermer la vanne des informations spirituelles, quoi. Alors à ce moment-là, est-ce que tous tes amis se sont éloignés de toi? Pas tous, non. J'avais un petit groupe, voilà. Et puis de toute façon, très rapidement, je me suis dit qu'il y avait un problème et que ce que je captais, je ne devais pas le dire. Donc je me suis réadaptée, en fait. Mais moi, je me demandais pourquoi moi, qu'est-ce qui se passe, voilà. Et par contre, il y avait un autre espace dans ma vie où c'était accepté, c'est l'espace justement avec les amis de ma mère qui venaient me voir pour que je leur tire les cartes. Donc là, je me suis mise à tirer les cartes parce qu'un jour, il y a une amie de ma mère qui vient me voir et qui me dit « Est-ce que tu peux me tirer les cartes ?» J'avais jamais fait ça. Ma mère tirait les cartes. J'avais jamais fait ça et je lui dis « Je ne sais pas le faire ». Et ma mère dit « Ah j'ai un jeu que je n'utilise pas, attends, bouge pas, je vais te le chercher. » Ok, donc elle me donne le jeu. Et là, je regarde le mode d'emploi du jeu, tu vois, je ne sais pas tirer les cartes. Et ma mère, elle me dit, non, regarde pas le mode d'emploi, juste tire les cartes. Ce que je fais. Et c'est un tirage qui a été vraiment marquant dans ma vie, parce que ce que je vais vous dire, c'est quelque chose que je ne fais plus du tout, parce que je ne veux plus le faire pour une partie, et pour une autre, je ne suis pas en capacité de le faire. C'est une amie de ma mère qui cherchait à avoir un enfant, et qui n'y arrivait pas. Et là, j'ai vu qu'elle allait avoir une petite fille. Je l'ai vue physiquement, la petite fille, je l'ai décrit. Et elle a bien eu cette petite fille, elle ressemble à je m'en rappelle, et elle ressemble à cette vision. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec cette petite fille quand elle avait 18 ans. Et elle m'a dit, c'est vrai que tu m'as vue avant que je naisse. Et elle me dit, parce que ça fait bizarre que tu m'aies vue avant que je naisse. Mais oui, c'est vrai. Et j'ai vu un décès, le décès d'un de ses fils. Et ça, je ne l'ai pas dit parce que je ne savais pas quoi faire avec cette information. Donc quand elle est partie, j'ai été voir ma mère et je lui ai dit « Est-ce que tu as vu toi aussi un accident ?» Et elle m'a dit non. Et j'ai dit « Ok, j'ai dû me tromper. » Sauf que précisément, parce que quand j'ai une vision, je suis dans la scène et je vois tous les détails et je le vis, j'ai les émotions, les sensations. C'est hyper réaliste, quoi. Et tous les détails, un accident avec tout ce qu'il peut y avoir de gore dans l'accident, je l'ai aussi. Et je devais avoir peut-être 14 ans, je ne sais pas, en tout cas, c'était assez violent à recevoir. Et puis c'était un de mes amis aussi, cette personne-là. Et je savais que ça allait arriver des années plus tard, ce n'était pas quelque chose de tout à fait récent. Et ça s'est produit. Et comme je pensais, c'est la première fois que je tirais les cartes, je pensais que j'avais vu un truc à côté de la plaque, eh bien, je l'ai jamais dit. Et puis, quand ça s'est produit des années après, je me suis rappelé de tout ça et je l'ai rappelé à ma mère, puisque j'avais raconté ça à ma mère pour lui dire voici ce que j'ai vu. Elle m'a dit non, moi, j'ai rien vu. Et ok, je sais pas. Donc ça, c'est des choses auxquelles je ne souhaite plus me connecter. C'est vraiment trop dur. Parce que, est-ce que tu penses que quand on annonce quelque chose comme ça à quelqu'un, ça peut empêcher l'événement ou pas ? Alors, il m'est arrivé des expériences dans lesquelles je pense que ça a empêché, mais comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a empêché un événement qui ne s'est pas produit ? On peut pas, c'est impossible à savoir. Alors, j'ai 2 exemples sur ce sujet. Un premier assez court, c'est que j'étais en voiture, j'avais prêté ma voiture à une amie, et elle était un peu nouvelle conductrice et c'est vrai que j'arrêtais pas de lui dire fais un peu comme ci, fais un peu comme ça. Et là, elle m'avait dit écoute, soit tu me laisses conduire, soit tu conduis, mais arrête de me dire quelque chose. Et d'un coup, pendant la route, j'ai eu une vision où je voyais un camion arriver, faire un déboîté sur notre voie, toucher notre voiture et je nous ai vus, on était 3 ou 4 dans la voiture, 3 je suis sûre, mais 4 je suis pas sûre, et je nous ai vus toutes les 3 décédées en fait, avec tout le détail d'un accident qui se passe mal, quoi. Et là je lui ai dit très calmement, je lui ai dit écoute-moi, tu décélères, enlève ton pied de l'accélérateur et arrête d'accélérer. On était en montée. Je lui ai dit écoute-moi et fais-le. Et là, elle m'a dit, la manière dont tu me l'as dit, c'était pas je pouvais pas faire autre chose que de t'écouter. Je lui ai dit, tu freines pas brusquement, juste tu t'enlèves son pied de l'accélérateur. C'est ce qu'elle a fait.
Et juste devant nous, il y a un camion qui a fait le camion que j'avais vu, moi, en vision, hein, qui a fait un mouvement et qui, si on avait continué de rouler, on aurait été pile là où il a fait ce mouvement sur l'autre voie. Donc, est-ce qu'on serait morte? Ben, je ne peux pas te dire, puisque de toute façon, ça ne s'est pas produit. Donc, c'est difficile de savoir si on peut changer un événement puisqu'il ne se produit pas. Donc, mais est-ce que ce camion a bien déboîté sur la voie? Oui, c'est sûr. Est-ce qu'il aurait déboîté si notre voiture était là? Je pense que oui, parce que c'est plutôt quelqu'un qui s'est endormi et qui s'est... Parce qu'on a bien vu le camion se reprendre, en fait. Donc, c'est possible. Mais je ne peux pas te dire que ça serait pas produit. Ça, c'est l'exemple court. Et puis un autre plus long. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai arrêté mes capacités à mes 17 ans. J'en ai tellement eu marre. J'ai eu comme un choc, quelque chose qui m'a choqué encore plus. Et tout s'est arrêté. Et c'est à mes 19 ans, j'ai dit des bêtises. Et oh mince, j'ai un trou de mémoire. Bon, peu importe l'âge. 17 ou 19. Et en tout cas, c'est revenu à mes 25 ans. Je pourrais aussi parler. Mais j'ai eu un moment de pause dans ma vie. Ça m'a fait un bien fou de plus être percutée par les informations des autres. Et quand j'ai repris mes capacités, j'ai dit cette fois-ci, je veux plus être envahie. Je veux pouvoir comprendre et surtout être sûre de faire la différence entre mon analyse, mon jugement, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je devine de la personne et mes capacités pour vraiment faire du tri. Et là, il y a une personne qui venait avec laquelle je me suis entraînée pendant 6 ans en tout. Et il est venu en séance une fois. Et la vision que j'ai eue, c'est lui qui va acheter du shit, enfin, je ne sais pas comment on dit, quelque chose pour fumer, quoi. De l'herbe. De l'herbe, voilà. Donc lui qui va acheter de l'herbe, et avec un groupe, il y a une personne qui vient, qui est habillée avec un bombers noir, une coupe au bol, j'ai encore toutes les images, hein. Il vient vers lui, et il y a la police qui vient. Cette personne-là lui demande de conduire la voiture, pour qu'ils partent en fuite tous. Ils étaient 3 ou 4. 4. Et il lui donne un sac à dos et lui, il conduit. Ils ont un accident. Les passagers meurent, lui reste vivant. Et dans le sac, il y avait de la drogue dure. Et donc, il termine en prison. Voilà, ça, c'est ma vision. Oh, le scénario... et c'est grave, je veux dire, il y a eu des morts. Hein. Donc, voilà. Donc, je lui dis pas ce que je viens de vous dire, hein. Je lui ai dit des années plus tard, je crois ça. Et je lui dis, écoute-moi bien, je vais te dire quelque chose et s'il te plaît, peu importe ce qui se passe, ne monte pas dans la voiture, tu ne conduis pas, tu prends pas le sac à dos. Je répétais, je ne sais pas combien de fois. Je dis, tu vas aller acheter de quoi fumer. Tu vas voir, il y a 2 personnes plus un mec qui va arriver avec son bombers couleur foncée. Ensuite, voilà ce que je viens de vous expliquer. Je lui explique, mais je m'arrête là. Je lui dis pas, après tu vas conduire et il y a des morts et machin. Je lui ai dit, quoi qu'il se passe, s'il te plaît, même si tu dois finir en garde à vue, c'est pas grave. Je lui ai dit, je te promets que c'est pas grave. Mais tu ne prends pas le sac à dos et tu ne conduis pas cette voiture, s'il te plaît. Donc, il m'a dit, ouais, ok, il n'a pas percuté plus que ça. Et quand il est revenu quelques temps après, je me connecte à lui et je lui dis, t'as été en prison? Et il me dit, oui, j'ai fait une nuit en garde à vue. Et il m'a dit, parce que quand j'ai vu le mec arriver qui correspondait à la description précise que tu as dit, ensuite il y a eu la police, ensuite il m'a proposé de prendre son sac à dos, j'ai entendu ta voix qui disait, surtout tu ne prends pas ce sac à dos, tu ne conduis pas la voiture, tu restes, peu importe ce qui se passe, même si tu finis en prison. Et il m'a dit, cette nuit en garde à vue, c'est une nuit qui m'a beaucoup aidée et ça l'a fait changer, et ça lui a fait changer de perspective sur pas mal de choses. Donc, est-ce que ce serait arrivé? Je ne peux pas vous le dire, c'est impossible. Parce que est-ce que la voiture a eu un accident même sans lui ou pas? Non, parce qu'ils sont justement, en fait, ils se sont fait arrêter. Tout le monde s'est fait arrêter. Ah oui. Donc ça s'est vraiment pas produit. Non, il y en a peut-être un qui est parti en fuite, je sais pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la personne qui venait me voir. Je me suis pas plus attardée sur le reste. Mais donc on pourrait penser qu'on peut changer des choses, et puis il y en a où on sait qu'on peut pas changer. On peut avoir une information et on peut pas la changer. Et je sais qu'on peut pas changer. Mais ça, en tout cas, pour l'accident potentiel que j'aurais pu avoir sur l'autoroute, celui-ci...
Celui-ci, c'était impressionnant parce que le camion, je l'ai vu, je savais quelle couleur il était, je voyais des inscriptions, la couleur des inscriptions sur le camion. J'arrivais pas à lire le détail de ce qui était écrit sur le camion, mais en tout cas, je le voyais. Et puis, il a fait une embardée, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, ouais. Et ça t'arrive encore comme ça d'avoir des C'est visions très avec rare. des points fixes comme ça? C'est très, très rare. C'est très rare, ça, oui. À part, parce qu'aujourd'hui, comme j'ai appris à moins être, comment dire, perturbée par ces informations-là, eh bien, je les vois que quand j'allume. Sinon, c'est éteint. Voilà, donc c'est quoi ta technique? Tu visualises un bouton on, off? Exactement. Ouais. Qui est situé physiquement sur mon corps à un endroit, en fait, précis. Et je sens comme si j'étais en train d'appuyer sur le bouton à cet endroit et ça s'ouvre. Comme si un peu les informations que tu recevais étaient électriques. Mhm. Ben, en tout cas, comme si je dis... Alors, c'est pas tout à fait vrai de dire que je les reçois que quand je souhaite les recevoir. En vrai, je les reçois, mais je les conscientise pas. Je n'ai pas de vision particulière. Je peux sentir des choses, mais je vais avoir tendance à ne pas les écouter. Ce qui est un peu embêtant, parce que dans ma vie de tous les jours, pendant très longtemps, ça tend à changer. Je ne voulais pas recevoir des messages de mes propres guides ou des influences parce que, voilà, moi j'ai une manière, un caractère peut-être un peu spécial, mais je dis toujours que je veux me débrouiller toute seule. Mais bon, mes guides, c'est mon équipe. Normalement, je devrais pouvoir avancer avec eux. Et pendant longtemps, j'étais même coupée de ça. C'est-à-dire que des intuitions pour moi ou des indices que je pourrais avoir sur moi, eh bien, j'en étais coupée. Sauf pour les surprises. Ça, c'est vraiment un truc. Quand on veut me faire une surprise, c'est extrêmement difficile de me faire une surprise. Je sais pas, j'ai rien demandé. Moi, bon, j'aime pas tellement les surprises, ça c'est vrai. Mais j'ai rien demandé de spécial. Mais quand on veut me faire une surprise, eh bien, quelques temps avant, je sais exactement ce qui va arriver. Avant mon anniversaire, par exemple, je vais voir une vidéo ou un sujet ou un article. Et mes yeux, c'est comme s'ils faisaient un zoom comme ça. Ça fait un mouvement, comme si ça grossissait sur la vidéo, l'article, le titre, ça grossit et ça fait comme le mouvement que je fais là. Et je sais, je me dis, ah ben c'est ça qui va se passer. Et à chaque fois c'est ça, donc mes proches sont assez déçus parce que voilà. Mais ils ont trouvé une nouvelle technique maintenant quand ils veulent me faire une surprise. Ils demandent, ils disent par contre, s'il vous plaît, ne l'informez pas. Voilà, donc ils ont réussi à me faire une surprise. Et quand tu dis que pour toi, ton intuition, elle était coupée, comment tu l'expliques ça? C'est parce que c'était toi qui ne voulais pas avoir accès aux informations? Oui. Oui, et puis quand je me suis entraînée à ne pas recevoir les informations spirituelles du tout venant, ben, j'ai fermé les miennes aussi. Hein. Je veux dire que j'ai fermé pour être quelqu'un du monde habituel, qui n'a rien de spécial en plus. Et est-ce que quand tu reçois un message clair, voilà, quand tu ne coupes pas, un conseil clair, est-ce que tu les écoutes? Eh bien non. Alors ça tend à changer, mais c'était très rare que je reçoive un conseil. Moi, vu que j'étais coupée, j'en recevais pratiquement pas. Enfin, j'en recevais pas du tout pendant une période. De temps en temps, parce que quand je suis fatiguée, très fatiguée, mon bouton fonctionne vraiment moins bien quand je suis fatiguée. Donc là, du coup, c'est un moyen où les choses peuvent passer. Et maintenant, j'essaye d'écouter, mais comme je suis un petit peu tête de mule et que je me dis, je vais me débrouiller par moi-même, eh bien, parfois, j'accepte. Mais ça peut même être quelqu'un qui me dit, tiens, tu veux que je t'aide à porter on peut apporter un sac? Non, t'inquiète. Et j'en mets plein sur mon dos parce que, voilà, c'est un peu mon tempérament, on va dire. Alors, c'est marrant parce que ton métier, c'est d'aider les autres, c'est d'éclairer un peu leur chemin, quand tu le souhaites, évidemment. Mais toi, si on veut éclairer le tien... C'est pas facile. D'accord. Ouais, c'est difficile. Et tout à l'heure, on posait la question de savoir si en annonçant un événement, on pouvait l'éviter. Est-ce que tu penses que parfois, le fait d'annoncer un événement... On peut le provoquer. Voilà. Bah, bien sûr. En fait, c'est impossible à savoir tout ça. Ce qu'il faudrait, et ça ce serait trop intéressant, parce que moi, j'aime bien tester des choses nouvelles et j'aime bien me mettre à l'épreuve aussi parce que pour moi,
pendant longtemps, j'ai essayé de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce machin qui m'arrive? Pourquoi moi? Comment ça marche? Parce que j'avais plutôt, j'adore les mathématiques, la science, j'avais envie d'être un rat de laboratoire et peut-être qu'on me maltraite pas autant que les rats de laboratoire, mais qu'en tout cas qu'on m'étudie pour me dire ou qu'on sorte un mode d'emploi de moi pour pouvoir en faire quelque chose. Et j'ai oublié ta question. Moi aussi. Donc, ah oui, c'est bon. Est-ce qu'on peut provoquer les choses? Donc, c'est difficile de le savoir. Alors, ce que j'aimerais bien faire, tu vois, ce qui serait trop intéressant, et je l'ai fait une fois, mais attends, j'arrive pas à m'en rappeler du détail. Eh bien, c'est plutôt que de dire la prédiction à la personne, de l'écrire, de le mettre dans une enveloppe et ensuite, pour une personne qui serait d'accord, avec une enveloppe à ouvrir dans 3 mois, à ouvrir dans 6 mois, à ouvrir dans 1 an, à ouvrir dans 2 ans. Et du coup, dans 6 mois, tu ouvres et tu regardes, est-ce que ça s'est produit comme tel? Et ça, je trouve que ça serait trop intéressant à faire. Ah bah si tu veux, on teste. Carrément. Moi, j'adore expérimenter aussi. Bah ouais, génial. J'aime bien... à la fois, je suis très ouverte à tous ces sujets et en même temps, j'aime beaucoup voir dans le réel, dans le concret. Ah oui, moi, j'adore ça aussi. Et il y a quelque chose aussi, c'est entre le moment... Moi, quand on vient en séance, c'est... Imaginons qu'on suive les messages des guides. Oui, ce que je dis pourrait se produire au moment où je le dis. Mais nous, on a plus de complications que ça. On a notre psychologie, on se dit oui, ben ouais, c'est vrai, mais je sais pas trop. On se fait des nœuds au cerveau. Alors que si on mettait en action directement, ça pourrait se produire directement. Et j'ai une personne qui m'a dit ça comme ça. Elle me dit, quand j'ai une séance avec toi, eh bien, c'est vrai que si j'avais la force psychologique de le faire, c'est sûr que ça pourrait marcher. Mais en général, il me faut du temps et il me faut parfois 1 année, 6 mois. Enfin, et c'est drôle parce que parmi les gens qui viennent me consulter, eh bien, il y en a qui me disent, moi, tes séances, souvent les prédictions, elles sont pour mes 2 prochaines années. Il y en a d'autres, c'est, ben moi, ça marche au bout de 6 mois. Parce qu'ils ont repéré entre t'as l'info et tu fais la mise en action, et ben il y a un moment à tenir. Et puis il y en a d'autres, alors ceux-là je les admire parce que moi-même, si je sais que je dois faire quelque chose, des fois il me faut aussi moins 1 an. J'ai sorti une formation, il m'a fallu 7 ans pour le faire. Alors je suis prête depuis 7 ans quand même, fallait le faire, mais bon. Et il y a certaines autres personnes que je trouve c'est formidable. Tu leur dis un truc, le lendemain c'est fait, ou dans 1 heure après c'est fait, quoi. C'est incroyable. Et elles ont les résultats qui ont été donnés. Complètement. Et c'est même parfois démultiplié parce que c'est une action rapide. Alors bien sûr, il y a une personne en particulier à laquelle je pense. Elle le fait parce qu'elle le sent. C'est pas parce que je lui ai dit. C'est important de garder vos propres décisions et de garder votre capacité d'autocritique en fait. Et de libre arbitre. De libre arbitre, évidemment. C'est hyper important. Alors, est-ce que ceux qui s'adressent à toi, parce qu'on m'a dit, oui, mais des fois, les médiums, ce sont vraiment des entourloupeurs qui s'adressent à eux. C'est pas le terme qui a été utilisé, mais ça voulait dire ça. Et comment tu sais que ce qu'on te dit, ça vient d'une énergie bienveillante et pas d'autre chose? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. Il y a, est-ce que je suis sûre de parler à quelque chose d'utile pour la personne ou de bienveillant? Et est-ce que je suis pas en train d'arnaquer les gens? Il y a deux... Ou les médiums en général, il y a 2 phases. Alors, pas toi en tant que tel, mais oui, même en général. Les guides qui te parlent ou les personnes qui te parlent, les êtres désincarnés. Est-ce qu'il n'y en a pas qui sont un petit peu joueurs et qui aiment bien nous mener en bourrique? Moi, j'aimerais bien répondre sur les 2 points parce que je trouve que le point, est-ce que le médium que vous allez voir est un médium qui essaye de vous entourlouper ou pas? Je trouve que c'est quand même important à répondre aussi. Alors, c'était pas ce que je voulais dire, mais c'est très bien de répondre à cette question. Je vais répondre aussi à l'autre question. Est-ce qu'on peut être entourloupé par les esprits? Il y a deux entourloupes. C'était ça que je voulais dire. Oui. J'ai compris, mais du coup, je trouve que ça ouvre les 2 voies. Exactement. Donc, moi, je suis quelqu'un de très exigeant, peut-être des fois un peu trop, et je me malmène parfois un peu trop là-dessus, mais pour moi, ça me semble important. Quand une personne vient en séance, ils prennent contact avec ma secrétaire qui prend un rendez-vous, donc je les ai
pas directement en ligne, sauf si c'est vraiment nécessaire. Donc, j'ai aucune information sur la personne, je les ai pas eues avant. Et quand ils viennent en séance, je leur explique. Maintenant, j'ai même une vidéo qui explique mes séances pour qu'ils sachent à quoi s'attendre. Et quand on commence la séance, c'est moi qui parle. Et pendant peut-être 20, 30 minutes, il n'y a que moi qui vais parler. Et après, je vais m'arrêter ou de temps en temps, je vais dire est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Des questions de clarification, hein, et je ne demande pas à ce que les gens m'expliquent leur vie. Parce que si vous allez voir quelqu'un et que la personne vous dit « Pourquoi est-ce que vous êtes venu alors qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement ?» Et qu'ensuite, même si la personne, même si le médium est sincère et honnête, comment vous voulez être sûr que ce n'est pas une personne qui a rebondi sur ce que vous étiez en train de dire? Alors, moi, je veux vraiment pas qu'on puisse avoir un doute parce que c'est important qu'on se sente aussi en confiance. Et puis moi, je me teste en permanence parce que c'est pas parce que je connais ma performance que demain, elle va pas baisser. Et c'est pour ça que j'ai besoin à chaque fois de repartir d'une place nette. Bien sûr, j'ai des clients qui reviennent et on se connaît déjà. Maintenant, je mémorise pas toutes mes séances, c'est impossible. J'ai trop de gens qui viennent, au bout d'un moment, je pourrais pas mémoriser. Donc ça, c'est sur ce point-là. Donc si vous allez voir quelqu'un et qu'on vous pose toutes ces questions, eh bien, c'est important d'être vigilant. Et surtout, si on vous parle et qu'on vous dit quelque chose et que vous sentez que ça parle pas de vous, ça vous ressemble pas, c'est toujours vous qui avez raison. S'il vous plaît, c'est important. Vous avez la légitimité de savoir ce qui est juste ou pas juste. Donc ça, ça m'anime parce que c'est important de le savoir. Et est-ce que je me suis déjà fait entourlouper par un esprit? Oui, ça m'est arrivé une fois, mais je m'en suis rendu compte avant la fin de la séance. Donc maintenant, comme j'ai beaucoup d'exigences et beaucoup d'entraînement, quand j'ai réouvert mes capacités, je me suis entraînée pendant 6 ans, donc avec cette personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, et aussi avec un chaman qui était aussi psychanalyste, enfin qui avait plein d'autres choses. Et on s'est entraîné ensemble pour que je maîtrise, même si c'est un mot qui est un peu contrôlant, mais c'est vrai que je maîtrise mes capacités pour savoir qu'est-ce qui vient de moi, qu'est-ce qui vient de mon analyse, qu'est-ce qui vient de mon jugement. Et pendant une séance, il y a parfois mon analyse, il y a parfois « Ah tiens, la personne a l'air super en forme, elle est joyeuse, ouverte », alors qu'en étant connectée, je vais sentir quelque chose qui n'a... Des fois, dans ma tête, je me dis « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Franchement, tu racontes un truc où ça n'a tellement pas l'air » et puis la personne, elle me dit « Ah, mais vous êtes dans le juste. » Alors que moi, toute seule, sans mes capacités, je serais bien incapable. Donc, du coup, j'ai mis en place des vérifications pour que je sois bien sûre d'être connectée à la bonne entité, au bon guide, si c'est un défunt, que ce soit un défunt. Et ce qui fait que pour moi, et ça ne veut pas dire que vous, chacun, vous devez faire la même chose, parce qu'il faut quelque chose de personnalisé, eh bien, pour moi, les choses sont géographiques, c'est-à-dire que quand je vois quelqu'un, si la personne est en face de moi, ici, à peu près à cet endroit, c'est les guides qui parlent. Là, c'est les défunts. Ici, c'est les vies antérieures, la réincarnation. Donc, tout est un peu placé et c'est ma manière aussi d'identifier les choses. Donc, bien sûr, une entité pourrait se faire passer pour un guide, mais en fait, ça ne marche pas dans la manière dont c'est organisé maintenant chez moi. C'est plus possible. Mais ça a été possible une fois et ça n'a pas duré bien longtemps. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé qu'une personne te dise « Ah mais là, tu t'es complètement trompé, c'est pas du tout ce qui est arrivé », ça peut arriver aussi? Oui, alors est-ce que tous les gens à qui ça arrive me l'ont dit? Ben non, peut-être pas. Ça, je peux pas. Encore une fois, c'est compliqué. Oui. Mais ce qui a pu se passer, c'est par exemple, lors d'une séance, une personne qui me dit, et d'ailleurs j'ai une anecdote que je trouve rigolote, mais qui était assez étonnante sur le moment, tout ce que je lui disais, c'était faux. Ça n'allait pas, c'était non, c'est pas vrai, non, c'est faux. Et je sentais qu'on entrait en confrontation, c'est-à-dire, moi je lui disais, moi j'ai ça à vous dire, oui, non, mais c'est pas de ça dont je veux parler, puis c'est pas le sujet, puis enfin, il n'y avait rien qui allait. Et à la fin de la séance, comme moi j'ai pas passé un bon moment de séance et que je sentais que la personne n'était pas satisfaite, j'avais absolument pas envie de recevoir des finances de cette personne. Et donc à la fin de séance, j'ai dit écoutez, on n'est pas satisfait ni vous ni moi de cette séance, elle s'est pas bien passée, donc je vous propose de pas la régler, puis c'est pas grave, ça. Des fois ça marche pas, tant pis.
Et il m'a dit, eh ben non, moi je vais vous payer, parce que quand on va au restaurant et que c'est dégueulasse, eh ben on paye quand même. Donc j'étais le resto dégueu. Donc ça m'a fait marrer. Et quelques temps après, 2 ans peut-être après, 2 ans après, ding dong à la porte. Enfin, ma secrétaire est pris rendez-vous. Je me rappelais pas de son nom, franchement. Je me rappelle des physiques, mais je me rappelle pas forcément du nom. Il sonne, j'ouvre la porte et là je suis étonnée de le voir. Et je lui dis bonjour. Et il me dit c'est moi qui ai rendez-vous. Ah bon? Il me dit, vous vous rappelez de moi? Je dis, oui, le resto dégueu, je m'en rappelle, oui. Et puis, il me dit, non, mais tout ce que vous m'avez dit, c'était exactement ça, j'étais pas prêt à le recevoir. Voilà, il fallait attendre 2 ans. Et j'ai eu quelqu'un récemment, ça faisait 10 ans que je lui avais fait une séance, donc il a pris une autre séance 10 ans après. Et il m'a dit, je vous appelle parce que ce que vous m'avez dit, ça m'a servi pendant ces 10 dernières années. Tout ce que vous m'avez dit, ça m'a aidé. Et maintenant, dans tout ce que vous avez dit, j'apprends plus rien. Donc, je reviens en séance pour reprendre 10 ans, quoi. Et il m'a dit, tout ce que vous avez dit, c'était parfait. Alors que lui, je m'en rappelais parce que ça m'avait beaucoup marqué. Pendant la séance, pareil, il m'avait dit, mais c'est n'importe quoi, il n'y a rien qui... Enfin, c'était pas forcément sympathique et il m'avait dit, non, mais bon, excusez-moi, vous avez l'air novice, tout est faux. Et je me suis dit, tant pis, là, j'étais à côté de la plaque, mais moi, je sentais que j'étais pas à côté de la plaque, mais je me suis dit, c'est lui qui a raison, c'est lui qui se connaît mieux, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand même vous qui vous connaissez mieux. Mais avec le recul, il a dit non, c'est juste, j'étais pas prêt pour tout entendre. Donc voilà, oui, il peut y avoir ça aussi. Mais ça n'enlève pas ce que j'ai dit avant, faites-vous confiance, c'est important. D'ailleurs, toi, tu proposes même, si la personne veut, d'enregistrer la séance pour qu'elle la garde en mémo, qu'elle puisse la réécouter. Enfin, c'est pas que je le propose, c'est que... Enfin, oui, je le propose, je l'oblige pas. Mais c'est quelque chose qui fait partie des premières choses que j'explique pendant le rendez-vous. Je leur dis, si vous êtes d'accord, je lance un enregistrement, comme ça, vous pourrez la voir, etc. Ouais. Tout est en fait, mes séances sont enregistrées. C'est très rare qu'on me dise non pour l'enregistrement. Ça peut arriver, mais c'est une fois tous les 200 personnes, quoi. Tous les 200 séances, ouais. Donc c'est vrai qu'avec des volontaires, ça pourrait vraiment donner lieu à une étude scientifique, finalement, tout ça. Si on suivait 10 personnes, par exemple, sur les 2 ans après ta séance, voir ce qui a été annoncé, voir ce qui s'est passé, ça serait intéressant. Carrément, ça serait incroyable. Toi, tu accepterais de travailler avec des scientifiques si on te le proposait? Ah oui, tout à fait. Oui. Et j'ai déjà fait avec quelqu'un qui, elle habitait à Boston, je crois, je me rappelle. Et on faisait des séances on a fait plein de séances en visio, avec des tests. Et puis, elle a eu ensuite des changements dans sa vie. Elle a dû déménager. Et puis, on n'arrivait pas à trouver des timings concordants faciles dans nos plannings. Donc, ça n'a pas fonctionné, mais on avait commencé, c'était génial. Elle voulait faire une étude scientifique sur le sujet. Alors, tu parles de ces personnes qui viennent tous les 10 ans, par exemple, parce que c'est vrai que tes séances, c'est des séances très denses et qui travaillent longtemps sur nous. Et tu as pour habitude, en fait, de dire à la personne que le but de ces séances, c'est quand même d'autonomiser au maximum la personne. Oui, complètement. Pour moi, c'est très important de ne pas tomber dans la dépendance. C'est facile avec la voyance, parce que j'ai une partie où je fais de la voyance aussi. La voyance, en vrai, le terme voyance, ça veut dire avoir des visions, c'est tout. Mais quand on l'utilise dans le quotidien, la voyance, ça veut dire prédire le futur. Moi, je lis dans le passé, dans le présent et dans le futur. Dans le présent pour savoir votre état actuel. Dans le passé, il y a les autres vies, mais il y a aussi votre passé puisqu'il vous constitue. Et puis le futur, attention, ce n'est qu'un potentiel, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer si vous restez dans la même dynamique et qu'est-ce qui va se passer si vous changez? Parce qu'on peut très bien avoir plusieurs voies, mais si on décide de tourner à gauche au lieu de tourner à droite, on ne rencontrera pas les mêmes personnes. Donc c'est des potentialités. Et là-dedans, il y a des potentialités qui sont... c'est pas une potentialité, ça tu vas le vivre. Et le fait de le savoir, ça permet d'être aussi préparé à pouvoir le vivre. Alors tu fais aussi des séances, c'est un peu particulier, hein. Ça, quand on assiste à ça, ça peut être un peu troublant, des séances de channeling. Alors je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs de Nexus qui savent ce que c'est, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le channeling?
Alors, moi, je l'appelle comme ça et tu vois, le terme channeling, parfois, c'est juste de pouvoir se connecter, d'être celui qui transmet les messages des guides. Mais moi, médium, ça me va de dire médium, je transmets les messages des guides. Le channeling, c'est différent. Il y a de l'incorporation, c'est-à-dire que je vais laisser de la place dans mon corps pour qu'un guide puisse venir à l'intérieur et se mettre à parler à travers mon matériel physique, ma voix. Donc c'est toujours ma voix, c'est toujours mon physique. C'est pas la maison hantée qui parle comme ça. Hein. C'est pas. Je reste moi. Après, moi, je ne me regarde pas parce que ça me perturbe. Enfin, je me regarde pas. Je me suis déjà aperçue parce que quelqu'un a voulu me le montrer, mais ça me perturbe vraiment de me voir physiquement et de voir que c'est pas moi qui suis à l'intérieur. Ça, c'est quand même perturbant. Donc, je n'aime pas réécouter les channelings et je n'aime pas me voir. Alors que j'ai pas de mal à me voir en vidéo, hein, c'est aucun rapport. Donc, je vais laisser les guides venir à l'intérieur et parler directement. Des personnes que j'ai en séance depuis plusieurs années et qui prenaient des séances, justement la séance complète où on a les vies antérieures, le chemin de vie, le chemin des potentiels, eh bien, maintenant j'ai des personnes qui ne prennent plus ces rendez-vous-là et qui prennent un channeling tous les X temps, parce que dans le channeling, ils me disent le vocabulaire, c'est comme si les guides utilisent mon propre vocabulaire, ma manière de parler. Je sens qu'il y a une familiarité plus forte, alors que comme moi je suis en séance, je traduis en fait, c'est comme un traducteur. Il va traduire aussi avec sa personnalité. Alors que quand c'est les guides qui parlent, ils parlent en direct. Et d'ailleurs, sur YouTube, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, c'est facile. Sur ma chaîne, il y a plein de vidéos gratuites où j'ai fait des channelings. Cette année, j'en ai fait à peu près toutes les 3 semaines. Et du coup, c'est des channelings qui sont en live en fait, que je me filme en live en train de partir en channeling. Donc vous voyez comment ça se passe quand il y a l'incorporation, la discussion des guides et comment ça se passe quand ensuite je reviens. Donc là, c'est tes guides qui viennent en toi ou c'est à chaque fois des guides différents? C'est qui? Alors, comme je m'adresse à un groupe, ce sont des guides de groupe. Quand je suis en communication avec une personne, en channeling individuel, eh bien, ce sont des guides qui sont les guides de la personne. Et quand c'est un groupe, ce sont des guides qui sont là pour parler à une masse de personnes, en fait. Est-ce qu'il est arrivé que pendant une séance, ce ne soit pas le guide d'une personne qui vienne, mais par exemple un défunt de sa famille? Non, parce que ça, c'est plus possible. C'est déjà arrivé. Et je ne le referai plus. Alors, moi, j'accompagne des gens pour apprendre à développer leurs capacités spirituelles et de mon côté, je n'ai pas été accompagnée pour ça, donc j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs et des choses qui m'ont mise en danger. Donc, notamment cette histoire-là. C'est une de mes proches, en fait, qui a perdu son mari, dont j'étais proche. On peut dire que c'est presque un membre de ma famille. C'est famille par alliance, mais c'est presque un membre de ma famille qui est décédé. Et donc, cette personne m'a demandé de faire une séance avec lui. Et j'étais proche émotionnellement, parce que moi aussi, j'étais triste de ce décès. Et avant, je vais vous expliquer comment je faisais. Ce n'est pas pour que vous fassiez la même chose, surtout pas d'ailleurs, mais avant, je décalais. Alors, pour faire un peu d'explication, le corps physique, je peux le toucher, mon corps physique, et ensuite on a des corps énergétiques. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le corps éthérique, et pour moi, le corps éthérique remplit le corps physique. Dans les dessins, souvent, on voit des petits machins autour du corps, comme si c'était un halo autour du corps. Mais pour moi, c'est pas ça du tout. C'est comme si vous aviez un vêtement, comme mon vêtement, quand il est pendu sur un cintre, il est plat. Et quand le corps éthérique rentre dedans, comme quand le corps physique rentre dedans, plaf, ça prend de l'épaisseur. Donc, c'est pas quelque chose qui se met autour, c'est quelque chose qui rentre à l'intérieur. Donc, pour me connecter à mes capacités, quand j'ai appris à les maîtriser un peu mieux, avec cette histoire d'interrupteur, mon interrupteur, c'était de décaler mon corps physique légèrement. Je le décalais à peu près de ça et je laissais du vide ici pour pouvoir capter les informations et pour que quelque chose se passe. Et quand j'étais en séance pour discuter avec lui, je me suis légèrement décalée et lui, il est entré à l'intérieur de moi, ce qui fait que mon corps éthérique s'est déplacé jusqu'à ce qu'il reste que ça de mon corps éthérique avec mon corps physique et tout le reste, c'était lui qui était à l'intérieur. Et je m'en suis rendu compte, vraiment au bout d'un moment, hein, ça a duré plus de 2 heures comme séance. Donc, je m'en suis rendu compte et j'ai essayé de parler, mais je n'arrivais pas puisque c'est lui qui parlait dans mon corps.
Et à un moment donné, j'ai pris de la force, j'ai réussi à mobiliser de l'énergie. Et du coup, physiquement, j'ai tapé du poing sur la table, ça a fait sursauter la personne avec qui j'étais. J'ai eu la force de dire, dis-lui de partir, sinon je vais mourir ou devenir folle. Et elle a dit, non, il faut qu'il reste encore un peu. C'était cauchemardesque, c'était horrible. Et du coup, il ne voulait pas partir, elle ne voulait pas qu'il parte. Et ensuite, j'ai forcé, donc j'ai dû forcer dans l'autre sens, mais c'était très dur, c'était vraiment très difficile. J'ai forcé pour ramener mon corps éthérique à l'intérieur, donc je l'ai ramené un peu de traviole et j'avais l'impression d'être dans des vêtements trop grands parce que lui il avait un corps éthérique beaucoup plus massif que moi et c'est comme s'il m'avait je sais pas, déformé en fait. Et pendant une année j'ai eu des douleurs physiques assez intenses et j'arrivais pas à me sentir de nouveau bien alignée. Donc décaler, laisser de la place dans son corps, c'est quelque chose de particulier. Donc le channeling, attention, c'est sûr que si je me laisse complètement posséder, on va dire, par les guides, j'existe plus dans mon corps et là, c'est dangereux. Donc, c'est plus du tout ce que je fais. D'ailleurs, je l'explique dans certains lives comment je fais. C'est que j'écrase mon corps éthérique vers l'arrière de mon corps comme un ressort. Et les guides peuvent venir en passant devant et si jamais il se passe quelque chose, eh bien, je déplie mon ressort quoi, et j'éjecte ce qui est à l'intérieur. Donc ça marche bien. Mais oui, j'ai eu une expérience assez traumatisante, on va dire. Donc finalement, cette expérience t'a prouvé à toi que une énergie extérieure à nous peut prendre le dessus sur nous et peut carrément nous envahir. Bah oui, c'est ce qu'on appelle des cas de possession, bien sûr, ça se produit. Il y a des gens, je travaille dans une équipe de purification de lieux et de personnes et ça nous arrive d'être confrontés. Lorsqu'on fait une purification de lieux, on demande aussi des photos des habitants, des gens qui vivent dans la maison pour voir s'il n'y a pas des accroches, de la magie ou des possessions sur ces personnes-là. D'ailleurs, ça peut se voir, je ne sais pas si vous avez déjà, enfin il faudrait avoir rencontré une personne comme ça, mais parfois, ou même vous pouvez, des personnes qui sont possédées, donc si vous qui écoutez, vous sentez une familiarité avec ça, alors attention, n'allez pas vous effrayer avec rien, hein, mais si vous sentez une familiarité, parfois vous pouvez avoir quelqu'un de vos proches où d'un coup on a l'impression que cette personne devient quelqu'un d'autre et les yeux deviennent noirs, c'est-à-dire la pupille dilate. Et les yeux deviennent vraiment plus... Enfin, si la personne a des yeux bleus, ça devient plus foncé, je sais pas, la pupille est dilatée, on va dire. Hein. Et on va dire, tiens, ses yeux sont pas comme d'habitude et son comportement n'est pas comme d'habitude. Et parfois, on peut même se rendre compte et se dire, waouh, c'était pas comme d'habitude. Ou alors, tiens, il y a 10 minutes, là, je sais pas ce qui s'est passé. Et puis la personne vous dit, dis donc ce que tu m'as dit, et vous vous rappelez pas. Il y a un blanc. Donc ça peut être aussi des cas de possession. Ça peut, évidemment, on fait des diagnostics médicaux aussi si besoin, on est d'accord, mais ça peut aussi être un cas de possession. Mais les pupilles qui se dilatent d'un coup, c'est des gros signes, ça. Donc toi, tu as déjà eu des consultants qui sont venus, qui t'ont dit j'ai l'impression de ne plus être tout seul ou d'avoir changé. Est-ce que ça t'est arrivé, ça et de détecter en eux la présence d'autres énergies? Souvent, ça se fait un peu à l'envers, c'est-à-dire que c'est plutôt moi qui vais parler et ensuite les gens vont dire « Ah oui, justement, je voulais vous parler de ça. » C'est pas forcément, on vient pas forcément avec... Enfin, si on vient avec une demande, on me le demande pas forcément dans une séance. Ça peut arriver au cours de la séance, mais s'il y a quelque chose d'assez fort comme ça, je vais pouvoir le voir. Mais c'est surtout quand on nous demande pour des purifications, des nettoyages individuels ou des nettoyages de groupe. On travaille en équipe, on est plusieurs personnes parce que on est multi-compétences et ça fait qu'on apporte quelque chose de bien solide avec toutes nos compétences. Et il y a des spécialistes sur la magie, les possessions, c'est plus Fabienne et Perle qui sont les expertes de ce sujet. Moi, je peux faire un petit peu tous les sujets, mais je ne suis pas une experte de tous les sujets. Mais je connais ça. Ce qui m'est arrivé en revanche, c'est comme j'accompagne des personnes pour développer les capacités extrasensorielles et aussi on a animé des stages pour apprendre à purifier des lieux aussi.
Donc, lors d'un stage de purification de lieux, il y a des médiums qui sont des médiums par incorporation. C'est-à-dire que l'esprit va venir à l'intérieur, parler à travers eux, et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir libérer l'esprit. Mais bon, il faut être prêt à recevoir un esprit dans son corps et savoir comment le repousser. Et bien là, dans ce stage, il y a eu un événement qui s'est produit et la personne, justement ce que je vous dis, à un moment donné, elle était en face de moi en me disant oh, ça m'impressionne ce qui se passe, enfin voilà, on était en train de parler, on était en train de purifier un lieu et d'un coup ses yeux, elle a changé, mais physiquement, vous voyez aussi, c'est très physique qui change et les yeux sont devenus extrêmement dilatés et là, elle s'est mise à parler avec à me regarder et puis à faire juste un son de voix parce que j'ai arrêté directement et j'ai dit non, je sais que c'est pas un tel, je sais pas, Micheline, c'est pas Micheline qui est là, je sais que c'est une entité, tu dois partir, je veux pas parler avec toi. En tout cas pas dans ce corps, on peut parler hors du corps. Maintenant tu pars. Enfin, voilà, je l'ai fait partir et puis elle est revenue, elle m'est tombée dans les bras, elle s'est pas évanouie parce qu'elle était comment dire, elle n'était pas évanouie, elle était consciente. Et puis elle était consciente quand cette entité était dans son corps, elle l'a senti, mais elle n'arrivait pas à revenir. Donc ça, c'est des choses qu'on peut apprendre à faire. Mais c'est des choses, voilà, c'est ça. On est à des niveaux quand même. J'accompagne pas tout le monde à faire ça, loin de là, hein, parce que c'est des choses qui peuvent être vraiment dangereuses aussi. Donc toi-même, tu as déjà libéré on dit de la libération d'âme. Tu pratiques la libération d'âme? La dépossession, oui. Ou, parce que libération d'âme, ça voudrait dire encore tellement de choses, mais oui, j'ai pu pratiquer ça, ou même de manière un peu temporaire. Ouais, c'est ça. Ça m'est arrivé aussi avec un de mes proches, avec qui on était en train de faire la purification de notre maison. J'avais invité, je sais pas, il y avait 6 ou 7 amis et on a fait le premier soir où on a signé cette maison. Le soir même, on a fait la purification de cette maison et on savait qu'il y avait beaucoup de choses très denses à purifier. Et à un moment donné, il y en a un qui s'est fait incorporer par notre ancien propriétaire. Et d'un coup, il était assis et d'un coup, il s'est mis à dire « Non ! Qu'est-ce que vous faites là ?» Enfin, je peux même pas te le faire, tu vois, c'était une voix... énorme et sauf que moi je savais c'était un membre de ma famille, cette personne-là, et je savais d'un coup je dois accompagner quelqu'un, mais c'est aussi quelqu'un qui est très proche dans mon cœur, donc à un moment donné voilà, j'ai dit ok, bon je vais le faire partir, et mon proche lui me disait, je t'entendais parler mais j'arrivais pas à revenir quoi, et du coup je l'ai fait revenir et j'ai fait partir ce monsieur avec qui on a pu discuter et expliquer qu'on était les nouveaux propriétaires du lieu et puis faire en sorte qu'il aille mieux aussi. Ce monsieur était un mâle, donc ce défunt, je veux dire. Donc oui, ça m'est arrivé et ça reste des événements dont on parle, mais c'est pas quelque chose qui m'arrive tous les jours, je veux dire. Et après, quand tu dis que tu l'accompagnes, après tu l'accompagnes où? Tu vois où il va? Alors, je vois pas toujours où il va dans le détail, mais oui, je vois qu'il passe certaines strates. Il y a longtemps, on m'a expliqué, quand je dis on, ce sont des guides qui m'ont présenté ça. C'est pas un humain qui m'a expliqué, c'est pas un livre que j'ai lu, ce sont des guides qui m'ont expliqué qu'est-ce qui se passe quand on meurt, en fait. On arrive dans un entre-deux-mondes. Et dans cet entre-deux-mondes, ça, c'est, attention, dans tout ce que je dis, c'est toujours la manière dont on m'explique les choses à moi pour que je les comprenne. Et pour que je comprenne les choses, on va me les expliquer avec mon mode d'emploi personnel. Je suis quelqu'un de visuel, j'aime les choses concrètes, donc on va m'expliquer avec des choses concrètes. Il y a d'autres médiums qui vous diront, non, les guides, on peut pas les décrire, c'est pas des êtres humains ou c'est pas des animaux. Moi, je peux décrire comme ça, hein, je peux dire la couleur des yeux, des cheveux, je peux vraiment avoir une description détaillée. Est-ce que ça veut dire que c'est vrai ? Certainement que non, parce qu'il y a d'autres médiums qui voient une énergie. C'est juste la manière dont ils vont se présenter nous aide à les comprendre. C'est très important de se rendre compte de ça. Donc pour m'aider à comprendre, ils m'ont expliqué que dans l'entre-deux-mondes, il y a 7 niveaux et que quand on meurt, on arrive au niveau neutre. Le niveau neutre, c'est le niveau 5. Et à ce niveau neutre, on est accueilli par nos guides et aussi des guides de bilan de vie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire notre bilan de vie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire regarder notre vie
ce qu'on a vécu, mais avec un regard différent, c'est-à-dire celui de notre chemin de vie. Tiens, je m'étais incarnée pour faire ça, et je regarde ma vie. Par exemple, on pourrait dire, j'ai une vie telle Mère Teresa, j'ai été très généreux, j'ai donné, etc. Et finalement, dans notre chemin de vie, on devait avoir une vie un peu plus centrée sur soi que sur les autres. Et dans ce cas, quand on va faire le bilan, on va se dire, ah ok, ma vie, elle avait l'air super, mais je n'ai pas fait ce pourquoi j'étais venue m'incarner. C'est ça le bilan de vie. C'est pas est-ce que j'ai été gentille ou pas gentille. C'est qu'est-ce que j'étais venue faire et qu'est-ce que j'ai fait en relation avec ça. Et donc, il y a un moment où l'âme a besoin de ce bilan de vie, sauf si elle l'a fait avant son décès. S'il y a quelque chose où, par exemple, les personnes qui ont fait beaucoup de travail sur eux ou de travail sur le décès, eh bien, eux, ils vont passer plus vite et arriver, par exemple, directement au niveau 7, qui, là, il y a une libération d'âme, on a fait son bilan de vie, mais dans l'entre-deux-mondes, on reste proche des vivants. C'est-à-dire que c'est là où on peut faire des manifestations, on peut envoyer des signaux vivants, enfin il y a beaucoup de choses que l'on peut faire en les sent proches. Et ensuite, il passe ce qu'on appelle, ce qu'on dit, il passe dans la lumière. C'est vrai que moi je vois souvent une porte, un cercle lumineux, quelque chose où là tout est vaste derrière. Tout est immense, on peut voyager comme on peut, se déplacer où on veut, être partout en même temps. Et c'est ensuite là qu'il va y avoir une décision de réincarnation ou pas, mais là on rentre encore dans d'autres sujets. Qu'on va aborder. Qui sont passionnants d'ailleurs. Et donc dans cet entre-deux-mondes, voilà, il y a ces niveaux-là. Et puis en dessous, au niveau 5, 4, 3, etc., eh bien, c'est le niveau des âmes en peine. Donc, par exemple, quelqu'un... alors, je sais qu'à chaque fois que je dis des choses, il y en a, ça va les inquiéter, ça va leur poser des questions. Essayez juste d'écouter l'information sans vous dire qu'il y a quelque chose de grave. Ça, c'est important. Parce que ce que j'allais vous dire, c'est qu'il peut y avoir des personnes au niveau 4 qui ne se rendent pas compte qu'elles sont décédées. Par exemple, en cas de décès violent. J'ai un exemple là-dessus. Il y a une personne qui vient me voir pour parler avec un défunt. Et à ce moment-là, je me connecte à cette personne, parce que quand on venait voir, toujours mon exigence, mais quand on venait me voir pour parler avec un défunt, je ne demandais pas à qui vous voulez parler. Donnez-moi la photo de la personne à qui vous voulez parler. Jamais. C'est-à-dire, je vais me connecter à vous. Vous allez demander à votre défunt de venir. Et ensuite, moi, je vous dis quel est le défunt. Et ça se trouve, ça ne sera pas du tout celui que vous attendiez. Je ne vais pas forcer un défunt à venir. Ce n'est pas mon style. Donc, là, il y a une personne qui vient et je lui dis, je vois un homme qui est agenouillé, donc il a les genoux au sol et il est raide comme ça, les bras le long du corps. Et j'entends un bruit énorme, comme un craquement énorme, et je me demandais si c'était pas une percussion dans un accident de voiture tellement... Mais j'entendais pas de bruit de frein, donc je savais pas, mais une percussion énorme, et j'arrête pas d'entendre en boucle un bruit de craquement fort de craquement fort, et lui qui est assis dans cette position, et je lui dis, j'arrive pas à entrer en relation avec lui, je sais pas, il est bloqué. La dame se met à pleurer, elle me dit, c'est lui, c'est sûr. Alors moi, je savais pas ce que j'avais dit. Eh bien, en fait, c'est un monsieur qui était bûcheron et qui était très habile avec le fait de couper des arbres, etc. Et très sûr de lui que, voilà, avec la sécurité, bref. Et il a coupé un arbre, mais cet arbre était attaché à un autre plus petit arbre, et ce plus petit arbre l'a percuté. Il est mort sur le coup, et il est arrivé, ils l'ont retrouvé dans la posture que je venais de vous expliquer. Il est tombé, mais il n'est pas tombé allongé au sol, il est tombé raide comme ça, et quand ils l'ont retrouvé, il était pile dans cette posture qui est complètement incroyable. Et donc il a fallu du temps pour l'aider à comprendre qu'il était décédé, parce que du coup il revivait en boucle, parce que lui n'arrivait pas, en tant que défunt, à se dire que c'était possible qu'il avait fait comme une erreur, je ne peux pas dire une erreur, mais que c'était impossible qu'il avait pu mourir de cette façon, parce que lui, il était sécurité excessive, quoi. Mmh. Donc là, on va avoir les âmes qui ne se rendent pas compte qu'elles sont décédées, ou des âmes qui ont peur parce que par rapport à leur vie terrestre, ils se disent que le bilan de vie ne va pas être fameux, et du coup, ils vont rester un petit peu dans ces niveaux-là. Et si ils restent encore plus longtemps dans ces niveaux-là, ils vont se détériorer.
Et aller dans les niveaux inférieurs, c'est là qu'on peut appeler le bas astral. Et encore en dessous, on a les rampants au niveau en dessous du zéro. On a des êtres, on peut même plus savoir à quoi ils ressemblaient pendant leur incarnation. Donc, quand je dis on va aider le défunt, puisque c'était la question de base, hein, désolée, mais j'aime bien essayer d'être précise. Et quand là, on peut aider le défunt, comme j'expliquais avec le défunt qui était chez moi, eh bien, on va le reconnecter pour qu'il aille au moins jusqu'à la phase bilan et qu'il soit pris en charge par des guides du bilan de vie. Et ensuite, après, je laisse faire son propre chemin, en fait. Et est-ce qu'une fois qu'ils sont passés au-delà de ce niveau 5, 7, on peut encore communiquer avec eux ou pas? Oui, bien sûr. On pourra pour toujours communiquer avec un être qui s'est incarné. Quand on parle de réincarnation, pour moi, c'est vraiment important. J'ai une vision peut-être un peu à part, ou alors il y a d'autres gens qui peut-être qui pensent comme moi, ou qui ont... Moi, c'est ce qu'on m'a enseigné. Quand je dis on m'a enseigné, encore une fois, ce sont les guides, etc. Eh bien, quand on passe au-delà, ou même pour toujours, on aura accès à notre âme. Pourquoi? Parce que notre âme laisse une mémoire, c'est-à-dire que notre âme continue à vivre. Et quand on s'incarne, c'est pas nous, personnellement, qu'allons nous incarner. C'est la mémoire de ce que l'on a vécu qui va se réincarner. Je vais essayer de vous expliquer d'une manière plus claire parce que ça, c'est un concept qui n'est pas forcément facile à suivre. Pour moi, je vois notre âme constituée de plein de choses. La mémoire des autres vies que l'on a vécues, avec les points forts et les axes d'amélioration. Aussi, tout ce qui concerne notre génétique, d'où on vient génétiquement, tout ce qui concerne notre généalogie, avec quel est le transgénérationnel, qu'est-ce qui s'est passé dans le transgénérationnel, etc. Et puis aussi, pourquoi est-ce qu'on s'incarne et qu'est-ce qu'on doit réaliser. Aussi, les liens qu'on a avec les autres âmes, d'autres êtres qui s'incarnent en même temps que nous, et on a décidé de vivre des moments ensemble. Donc, c'est incroyablement dense, toutes les informations qu'il y a là. Et ça constitue une âme. Okay ? Quand on meurt, cette âme-là existera pour toujours. C'est-à-dire que quand on se connecte à l'âme, à la personne, je vais pouvoir la décrire physiquement, et tout ça va toujours exister. Et ça va dans une plus grande âme. Moi, j'aime bien l'appeler l'être spirituel. J'aime bien aussi utiliser une image, c'est comme si vous aviez un agrume, une orange par exemple, et que l'orange c'est l'être spirituel, et que chaque quartier d'orange est une âme à part entière. Donc quand on s'incarne, on va prendre un quartier d'orange avec des informations, et puis quand on meurt, ce quartier d'orange il retourne dans l'être spirituel, et quand on va faire une réincarnation, on va prendre les informations des différentes vies qu'il y a là-dedans, et ça va recréer un quartier d'orange qui va venir s'incarner. C'est un peu complexe, hein. J'espère que j'arrive à expliquer assez bien. C'est très clair. Alors, comment tu peux être sûre quand tu vois des vies passées chez quelqu'un que c'est vraiment une vie passée et pas comme une théâtralisation de l'énergie de la personne? Tu sais que ça serait comme un scénario qui veut dire dans cette vie-là ce que la personne doit comprendre, et on prend des personnages d'antan pour mieux se faire entendre. Ouais, génial. C'est super intéressant ta manière de me poser cette question. Il y a même une personne qui m'a dit comment tu peux être sûre que c'est pas du transgénérationnel et que c'est pas un ancêtre de la personne. En vrai, je peux pas en être sûre, j'en sais rien. Mais c'est ce que j'ai pu constater. Et moi, j'aime bien chercher aussi des preuves. Ouais. Donc, ça m'est arrivé aussi de retrouver dans l'histoire ce que j'avais décrit, en fait. Et après, peut-être qu'il faudrait faire de la généalogie pour savoir si cette personne dans l'histoire fait partie de la famille de cette personne-là. Je ne peux pas dire si c'est une théâtralisation, mais j'en ai pas l'impression. Mon test ultime, ce serait... parce que là, faut qu'on ouvre un sujet, c'est-à-dire... Tu parles de vie antérieure, moi j'appelle ça des vies parallèles. Même si j'utilise vie antérieure pour que ça soit plus facile dans la conscience des personnes pour se rendre compte de quoi on parle. Mais pour moi, ces vies-là, elles vivent en parallèle de nous, il n'y a plus de notion du temps. C'est-à-dire que si tu as une vie incarnée au temps de l'Antiquité, bien sûr l'Antiquité aujourd'hui c'est fini, hein, on n'est pas à l'Antiquité, eh bien quand tu es relié à cette autre vie, c'est comme si... tu étais relié à cette vie qui est en train de vivre dans l'Antiquité, et toi, tu es en train de vivre dans notre époque.
et les deux sont vivantes en même temps. Donc c'est pour ça que j'appelle ça des vies parallèles. Et on ferait pareil avec les vies futures alors? Eh bien oui, exactement. Parce que même s'il y a plusieurs scénarios possibles, alors s'il y a plusieurs scénarios possibles, est-ce qu'on peut être en lien avec plusieurs vies futures possibles en même temps? Tout le temps. On est en lien avec plusieurs futurs et plusieurs passés. Et pour moi, en fait, ce qu'on va récolter de ça, c'est quels sont les axes d'amélioration et quels sont les soutiens, quels sont les bonus qu'on a déjà appris dans notre autre vie et qui peut se révéler vrai dans notre vie actuelle. Pour donner un exemple de trouvailles dans l'histoire, on va dire, quand j'ai des vies que je décris et qui peuvent être retrouvées dans l'histoire, je propose à mes clients de faire des recherches et ensuite de m'envoyer le résultat de la recherche, s'ils ont trouvé des gens, et moi je me connecte pour savoir si cette vie est la vie dont on parlait précédemment. Je vais juste boire un petit peu. Alors j'ai un exemple, enfin j'en ai plein, mais j'ai un exemple d'une personne dans une autre vie. C'est une personne qui était dresseur d'ours et funambule. Ah oui, vie atypique. Donc ça, j'ai dit, je suis pas sûre qu'on retrouve dans l'histoire parce que c'était quand même un peu ancien, mais je lui ai dit, c'est quand même un truc un peu rare, peut-être que vous allez trouver dans l'histoire. La personne l'a retrouvé dans l'histoire, et quand elle a lu la biographie de cette personne-là, ça correspondait exactement à ce que j'avais décrit. Donc, est-ce que je me suis connectée à quelque part une mémoire universelle qui fait que de me connecter à l'histoire de ce funambule dresseur d'ours avait un lien avec cette personne et que c'est pas une de ses anciennes vies? Qu'est-ce que j'en sais? En vrai, j'en sais rien. Moi, c'est ma manière de le percevoir et c'est comme ça que ça me semble le plus juste de l'expliquer. Mais est-ce que dans 10 ans, je vous dirai que c'est ça? Je ne sais pas. Peut-être que j'aurais découvert que c'est autre chose. Quoi qu'il en soit, ce dont je me rends compte, c'est que c'est une influence d'un être qui a réellement existé à un moment donné dans notre vie actuelle et qui a vraiment des répercussions sur notre vie actuelle. Quel bénéfice cela peut-il avoir d'avoir connaissance de ces vies antérieures? Après, peu importe si elles ont vraiment eu lieu suite à tout ce qu'on vient de dire, mais quel bénéfice ça peut avoir dans notre vie présente? Parce que c'est ça qui compte le plus, là, pour l'instant, c'est notre vie présente. Bien sûr, et d'ailleurs, ça fait partie des questions, mais moi, dans vos séances, ça ne m'intéresse pas le passé, je veux le présent. Ok, mais ça nous constitue. Il y a parfois des craintes que l'on a dans notre vie et qu'on ne sait pas expliquer. Il y a une histoire que j'ai déjà racontée plusieurs fois, mais je vais quand même la raconter. Peut-être que vous ne l'aurez pas entendue. Je n'ai pas raconté un Nexus. Donc, c'est une personne qui vient me voir. Donc, même chose, la personne, elle vient et elle ne m'explique pas sa problématique. Elle vient me voir. Et je la vois dans une autre vie qui était gouvernante, enfin, oui, je crois qu'on dit gouvernante, dans un manoir, pour un monsieur qui était très exigeant. S'il y avait une miette de poussière, elle recevait des brimades physiques, des violences, on peut dire même physiques. Et donc, elle était obsédée par la poussière. Et elle a fini par mourir sous les coups de cette personne. Je vous fais un résumé rapide, parce qu'il y a plein d'autres choses à dire sur cette vie-là, mais elle a failli mourir sous les coups de cette personne. Et je lui dis, dans votre vie actuelle, vous devez avoir une obsession du ménage, et c'est comme si, quand le ménage n'est pas parfait, s'il reste une miette de poussière, vous avez peur de mourir. Et même si vous savez bien que dans votre vie actuelle, vous n'allez pas mourir parce qu'il reste une miette de poussière. Et ça l'a choquée ce que je lui ai dit, parce qu'elle a dit, mais effectivement, je fais le ménage plusieurs fois chaque jour et parfois même plusieurs fois par jour, dès que je peux, parce que s'il reste une miette de poussière, j'ai l'impression que je vais mourir. Et elle me dit, j'en parle pas, parce que ça n'a pas de sens de dire qu'on va mourir parce qu'il reste de la poussière. Et donc ça, c'est un cas un peu extrême. Je ne vous dis pas que si vous venez en séance, ce sera vraiment un truc aussi fort, mais c'est pour vous montrer. Et puis, c'est quelqu'un qui a fait énormément de travail sur elle. Et quand elle était enfant, ça c'est très intéressant aussi. Quand elle était enfant, sa maman était très exigeante sur le rangement et le ménage et il fallait que tout soit bien rangé, tout soit propre. Donc elle, en thérapie, la réponse a été, c'est parce que sa maman l'a traumatisée avec ça que maintenant elle a un traumatisme avec le ménage, etc. Et elle était fâchée avec sa maman. Et en fait, de se rendre compte que ça venait d'une autre vie, de le savoir et de, quelque part,
Ça l'a beaucoup fait pleurer. Elle m'a rappelé une semaine après en me disant j'ai pleuré toute la semaine en fait parce que cette pauvre femme qui a été battue, je l'ai sentie en moi et puis je m'en suis libérée. Et ensuite, elle a fait le ménage, pas tous les jours. Déjà, c'était important. Et ensuite, tous les 3 jours. Enfin, c'était incroyable pour elle. La connexion aux autres vies, ça nous permet aussi de prendre conscience de nos points forts. C'est pas seulement des choses que l'on doit améliorer ou des axes qui étaient lourds et dont on va se libérer. C'est pas seulement ça. C'est aussi prendre conscience de nos compétences et de nos capacités. Imaginez que vous ayez été un grand artiste, un dessinateur dans une autre vie et que dans cette vie-là, vous ayez le dessin facile. Alors, nous, notre société, elle va dire quoi? Elle va dire, prends des cours, améliore-toi, deviens super expert du super expert. Alors que quand on a déjà fait ça dans une autre vie, quelque part, on a déjà l'expertise. Donc, plutôt que de s'appuyer sur ça en disant, c'est une qualité que je possède, si j'ai envie de l'améliorer, je l'améliore, mais j'ai pas besoin de faire mes preuves par rapport à cette capacité parce que je la possède déjà. Parce que je trouve que dans notre monde, quand on a des compétences naturelles, on les dénigre. Au lieu de se dire, ah, ça c'est bien, c'est naturel chez moi, on va se dire ah ben non mais si c'est facile alors c'est que ça doit pas être génial et on manque de légitimité. Donc on va aller chercher de la légitimité par des diplômes, par le regard de l'autre, par tout un tas de choses. Et là, nos autres vies, elles sont là pour nous dire non, on a déjà passé une vie entière à s'expérimenter sur ce sujet, donc c'est normal que dans une autre vie, on arrive et qu'on ait déjà une connaissance potentielle. Ça ne veut pas dire qu'on va être super expert. Par exemple, ça m'est arrivé une vie où la personne était herboriste dans une autre vie et dans cette vie actuelle, elle n'est pas du tout herboriste, elle ne s'intéresse pas plus que ça aux plantes, mais dès qu'on lui parle de plantes, spontanément, elle sait à quoi ça sert. Et elle ne sait pas d'où ça sort. Ça sort du fait qu'elle a déjà eu cette expertise. Donc ça va pouvoir être positif. Et nos autres vies vont pouvoir nous apporter aussi leurs points forts. J'aime bien les appeler nos colocataires. Comme ça, ils vont venir nous apporter leur concours dans notre vie actuelle. Un autre exemple, une personne dans une autre vie qui était très bon orateur, qui parlait devant des foules, mais il y a eu une problématique dans ces foules-là, c'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement de foule, enfin c'était quelqu'un qui justement défendait des idées et c'était des idées qui n'étaient pas forcément bien passées pour tout le monde au niveau politique et on a voulu l'empêcher de pouvoir parler et on a atteint un séjour puisqu'il a été décédé à la suite d'un mouvement de foule. Donc dans cette vie actuelle, cette personne, c'est une personne qui a peur de parler en public. On comprend pourquoi, sauf que dans l'autre vie, c'était un excellent orateur. Et moi je lui dis mais non, dans cette vie-là, au contraire, vous allez avoir des opportunités pour parler en public et vous verrez que vous aurez un petit stress mais que vous allez être excellente. Et si vous avez des difficultés à le faire, connectez-vous à votre coloc, vous imaginez que vous êtes en train de parler à cet homme-là qui avait ses compétences de fort orateur et de lui dire on n'est pas à la même époque, je suis pas en train de faire un discours politique, je ne risque pas ma vie, donc m'envoie pas le stress de attention, parler c'est dangereux, mais envoie-moi le soutien de tes talents de bon orateur. Et effectivement, quelques temps après, cette personne a été invitée à parler en public alors qu'elle me disait mais j'aurai jamais cette occasion, puis je vais pas la chercher. Et puis ça s'est produit, elle a eu cette occasion. Et à ce moment-là, elle a pu justement demander ce concours comme un soutien de ce colocataire pour l'aider à avoir ce côté bon orateur. C'est un exemple. Alors on parlait des bienfaits de connaître ses vies antérieures. Est-ce qu'il peut y avoir, pas des méfaits, j'aime pas être trop basique en disant bienfaits, méfaits, mais est-ce qu'il peut y avoir aussi des conséquences peu agréables ? Le fait de découvrir certaines choses, par exemple, imagine on découvre, on n'a pas tous été une déesse, entre guillemets, ou un grand sculpteur. On aurait pu être un meurtrier, par voilà, exemple. exactement. Bien sûr, oui. Ça, c'est arrivé. Il y a une personne, je lui décris, et puis bon, moi, quand je me connecte à chaque chose, comme je vous l'ai déjà dit, je vois le détail, je le vis, je le sens, donc il y a des choses dont je me passerai bien, hein. Parfois c'est pas facile. Et une personne où je la vois dans une autre vie en train d'assassiner quelqu'un avec un couteau. Alors je me dis, donc ça c'est mes capacités, c'est clair, c'est net, je sais que c'est ça qu'il faut dire, mais moi, ma personnalité, je me dis mais je peux pas dire ça.
c'est quand même un truc incroyable. Je vais pas dire à la personne, t'as été tueur, et d'ailleurs, tiens, t'as mis ton couteau comme ça. Enfin, pourtant, c'est ce que je vois. Hein, et j'ai compris avec le temps qu'il fallait toujours que je décrive tout le détail de ce que je vois, parce que moi, je ne suis pas apte à juger de ce que ça va faire à la personne. J'essaye de le dire de la meilleure des manières possibles. Parfois, je décris, je dis bon, attention, ce que je décris, moi, ça peut, c'est pas forcément facile, j'ai peur de vous choquer, mais j'y vais, oui, allez-y, ok. Et en fait, la personne m'a dit, mais merci, ça me fait un bien fou, parce que en moi, je sens, j'ai l'impression que dans ma vie actuelle, je pourrais tuer quelqu'un avec un couteau, alors que j'en ai aucune envie. J'en ai pas envie, bien sûr que j'ai pas d'élan meurtrier ou de désir de tuer ou de violence en moi, mais j'ai comme un truc qui m'obsède, comme si je pouvais tuer quelqu'un avec un couteau. Et puis j'ai expliqué l'endroit précis où le couteau avait été mis, etc. Et la personne sentait tout ça. Donc quand vous êtes en séance et qu'on vous dit ça, si ça vous parle pas, c'est que ça vous parle pas. Bien sûr, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, peut-être ça vous parlera dans 10 ans, peut-être vous direz « Ah oui, c'était ça que ça voulait dire », mais c'est pas grave. Pendant la séance, faites-vous confiance, s'il vous plaît. C'est pas parce que moi ou n'importe quel autre médium vous dit quelque chose qu'on a raison, d'accord? Surtout pas. Restez maître de vous-même, quoi. Donc oui, il y a eu un effet et j'ai plusieurs exemples comme ça où la personne, ça l'a soulagée de savoir ça. Mais ça peut être un peu déstructurant quand même. D'un côté, ça soulage parce qu'on se dit waouh, ce truc que je sentais, ça vient bien de quelque part. Et d'un autre côté, eh bien, on se dit non, mais attends, c'est quoi? C'est pas possible, mais je suis quelqu'un de mauvais, mais comment? Ça peut déstructurer. Et la personne dont je vous parlais tout à l'heure avec le ménage, eh bien, elle en a pleuré pendant une semaine. Elle a passé des nuits à presque pas dormir, à repenser à cette histoire. Ça l'a énormément perturbée. Parce qu'il y a plein d'autres détails que je vous raconte pas. Je vais pas non plus tout raconter. Mais ça l'a perturbée et elle m'a appelée au bout d'une semaine pour me dire est-ce que c'est normal que je pleure comme ça tous les jours? Et je lui dis oui, ça peut durer même une dizaine de jours à avoir un moment de digestion. Oui. Alors là, on était sur un cas quand même un peu fort. Hein. Ça ne veut pas dire à chaque fois que ça va se produire à chaque séance. Hein, attention. Et donc, tu restes quand même joignable pour les personnes que tu as eues en séance si jamais, pendant les jours qui suivent, il y a vraiment une crise? En général, je préviens à la fin de la séance de ce qui peut se produire et c'est suffisant. Je ne suis pas hyper joignable, c'est ça qui est assez embêtant parce que j'ai un planning très rempli et que je ne suis pas joignable directement, on passe par ma secrétaire. Mais si on passe par ma secrétaire et qu'elle sent qu'il y a une urgence, elle va me joindre et me demander de rappeler la personne, bien sûr. Oui. Mais ça arrive presque jamais. Alors, ce qu'il y a d'incroyable chez toi, c'est que tu as aussi une formation en psy. Oui, tout à fait. Quelle formation exactement? Psychosomatothérapeute. Donc c'est une approche globale de la personne. On va s'occuper de la psyché, du verbal, de tout ce qui est l'expression orale, on va dire, comment on communique, et puis le parler, mais pas seulement, tout ce qui se passe au niveau somatique et ce qui se passe dans le corps pour avoir une approche globale de la personne. On n'est pas des émotions d'un côté, un corps de l'autre, un esprit encore partitionné, une spiritualité coupée. Avec le côté médium et psy, moi je rassemble tout quelque part. Mais au début, ça n'a pas été facile. Hein. Je me suis formée pour être psychosomatothérapeute parce que je voulais surtout pas qu'on me parle de devenir médium. Quand j'ai eu, je crois que c'était 19 ans, j'ai des doutes dans les âges, mais bon, c'est pas grave. Il y a une personne qui m'a fait une prédiction et elle m'a dit « Oh, mais quelle chance tu as! Toi, tu peux installer ton cabinet dès maintenant. Moi, j'ai dû attendre ma quarantaine avant de me rendre compte que c'était le métier que je devais faire. Et toi, tu peux t'installer comme médium maintenant. » Je l'ai regardé, je me suis dit « La dame est folle. Non, moi, je veux pas faire ce métier. C'est un métier trop bizarre, ça m'intéresse pas. » Et j'ai passé ma vie à éviter ce métier qui est devenu ensuite quelque part presque une obligation dans ma vie. On a toujours le choix, j'aurais pu choisir une voie bien plus complexe, mais finalement j'ai fini par céder et accepter d'être médium parce que quand j'ai eu ma formation de psy, je voulais être psy parce que j'ai toujours eu envie d'être dans le contact aux autres, d'être dans l'aide aux autres, mais pas médium. Voilà, je voulais pas, je trouvais que c'était un métier trop bizarre. Et puis maintenant, je fais les deux et au début, je me suis dit être médium et psy, c'est bizarre.
parce que c'est deux métiers qui ne vont pas ensemble. Et ce sont mes clients qui m'ont dit l'inverse. Ils m'ont dit, si je viens vous voir vous, c'est parce que chez vous, je pourrais parler de tous les sujets. Je serais pas... Attention, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas parler de tous les sujets chez un psy s'il n'est pas médium. Ça ne veut rien dire. Il y a des psys qui sont très ouverts en tout. Mais les personnes étaient rassurées parce qu'elles savaient que on pourrait parler de spiritualité, il n'y a pas de souci, de l'ouverture que j'ai dans l'écoute que je peux avoir. Et puis aussi, pour ceux qui le souhaitent, c'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui le souhaitent, dans les thérapies, ça peut être des thérapies guidées, c'est-à-dire que je vais garder un tout petit espace pour être connecté et ça nous permet parfois d'aller cibler plus vite une problématique à travailler. Parce que parfois, dans la thérapie, on va avoir des évitements, on va aller vers un sujet dont on doit parler, et puis hop, on va éviter et parler de plein d'autres sujets. Alors que là, les guides me disaient, des fois, ça n'a pas de sens. Tu vois, on est dans une discussion, la personne m'explique quelque chose, elle me parle de son conjoint, de son enfant, je sais pas, de son travail, peu importe, et j'entends, parle-lui de son père. Et là, je dis, on me demande de vous parler de votre père. Et là, plaf, la personne se met à pleurer et on touche le creux, le centre, oui, pas le creux. On touche le cœur du sujet, alors qu'on aurait peut-être tourné autour du pot encore quelques séances. Donc, il y a des personnes qui ne souhaitent pas que j'ouvre mes capacités, qui veulent juste une séance en psychosomatothérapie, et puis d'autres qui souhaitent que je sois en mode toutes les casquettes en même temps. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé ? Je connais déjà la réponse, puisque c'est arrivé pendant une séance qu'on avait faite il y a des années ensemble, que ce que te dit ta voix de psy entre en contradiction totale avec ce que te dit ta voix de médium. Bien sûr, mais ça, et puis il y a ce que me dit mon analyse personnelle rentre en confrontation totale, et des fois ça, je me dis, mais c'est pas possible, je peux pas dire ça, ou même ça peut se confronter pas à mon éthique, parce que dans mon éthique, en général, ce que je reçois, ça va pour mon éthique, mais je te donne un exemple qui n'a pas de rapport vraiment, enfin, tu vas voir. Une personne vient pour une communication avec un défunt. Je ne sais pas quel est le défunt qu'elle veut contacter, et là, je vois une dame qui a un agenda dans la main, qui a un carnet en fait, j'ai su après que c'était un agenda, mais qui a un carnet dans la main, qui me montre le carnet et qui me dit « je lui en veux, je suis très en colère ». Donc le défunt qui se présente comme ça. Donc qu'est-ce que je me dis ? Je ne peux pas lui dire. T'imagines ? Tu viens pour communiquer avec ton défunt parce qu'il te manque, parce que je ne sais pas pourquoi tu viens. Et moi je vais dire ton défunt il est fâché après toi, c'est quand même spécial quoi. Et c'était sa maman, et je sentais que c'était sa maman, et je me dis, oh là là, qu'est-ce que je vais faire ? Mais, comme je suis connectée, je sais que c'est ça que je dois dire, et je lui dis, écoutez, je vais vous dire un truc, j'espère que ce ne sera pas trop rude pour vous, mais je vous dis ce qui vient. Donc il y a votre maman qui est là, elle a un genre de carnet à la main, elle me le montre, et puis elle est très fâchée après vous. Et la dame, elle se met à pleurer, donc je me dis, ça y est, qu'est-ce que j'ai fait quoi ? Et en fait, elle me dit, oui, c'est ma mère, c'est sûr, c'est elle, merci de m'avoir dit ça, j'en étais sûre. Et moi, je tombe de ma chaise, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, sa mère, quand elle était à l'hôpital, elle souffrait beaucoup que son fils, donc le frère de ma cliente, son fils ne vienne pas la voir. Et du coup, elle avait un agenda sur sa table de nuit, et elle écrivait dans son agenda, ça me fait de la peine qu'ils ne viennent pas, enfin, je ne sais pas exactement ce qu'elle écrivait, mais en gros, c'est ça. Et elle en a beaucoup voulu à son frère d'avoir fait souffrir sa mère. Et au moment du décès, comme elle était dans la peine, elle a montré cet agenda à son frère en lui disant « Voilà la peine que tu as fait à maman ». Et la maman, en tant que telle, elle ne voulait pas du tout que son fils elle ressentait cette peine, mais elle ne voulait pas le culpabiliser. Et du coup, elle en voulait à sa fille. Enfin, tu vois un peu l'histoire. Donc, oui, il y a parfois, moi, ma propre analyse qui me dit « Mais non, je ne peux pas aller dans cette voie-là ». Mais ce n'était pas tout à fait ta question. Oui. Tu as lu dans mes pensées. Donc, en tant que psy, en tant que médium, parfois tu peux avoir des messages contradictoires, c'est-à-dire que face à une certaine attitude, en tant que psy, tu auras envie de conseiller ça ou ça, ou de dire ça ou ça, parce que dans ce genre de situation, c'est un peu le protocole qu'on t'a appris, alors que
en tant que médium, tu vas avoir un message parfois même contradictoire avec celui-là. Mais oui, tout à fait. Et en même temps, en tant que psy, je vais plutôt amener la personne à prendre sa décision par elle-même, alors qu'en tant que médium, je vais donner l'information. C'est deux postures complètement différentes. Donc ça, c'est dur aussi. Parce que quand je suis en séance médium, de toute façon, une séance où je suis que médium, c'est pratiquement que moi qui parle pendant toute la séance. Une séance où je suis que psy, c'est moi qui parle pratiquement pas de la séance. Donc c'est vraiment, la parole est pas au même endroit en fait. Donc on vient pas chercher la même chose. Et donc il peut y avoir des contradictions et même des contradictions de dire ben oui, mais en thérapie c'est bien que la personne elle se rende compte par elle-même. Et puis les guides qui me disent non mais tu lui dis quand même. Et là, je me dis, ben non, c'est bien, on va l'amener à s'en rendre compte, mais et on me dit non, vas-y, parce qu'il faut un petit coup d'accélérateur et il y a ce besoin aussi de le faire. Et tu as un exemple précis, par exemple, en tant que psy, tu vas dire à la personne, je sais pas moi, il faudrait que vous pensiez d'abord à vous, par exemple, il faut d'abord penser à soi, se sentir bien soi avant de pouvoir se sentir bien avec les autres, et aussi bien de par l'histoire de la personne, en fait non, ça va pas être ça, il faut qu'elle aide les autres d'abord pour se sentir bien elle, par exemple. Exactement, oui, merci de m'avoir dit ça parce que ça me fait penser à quelque chose, j'avais pas d'exemple qui venait spontanément, mais effectivement, c'est possible d'avoir... c'était quelque chose comme ça, voilà, où la personne, dans sa vie, elle voulait aider les gens, elle voulait beaucoup donner aux autres, et en même temps, elle n'y arrivait pas. Et puis tout son entourage lui disait, mais non, tu sais, il faut plus te centrer sur toi. C'est important de s'occuper de soi. Pour aider les autres, il faut être bien en soi. Et ça, en thérapie, c'est la base, quoi. Pour s'occuper on va d'abord s'occuper de la personne, la rendre bien avec elle-même pour qu'elle puisse s'occuper des autres. Et les guides ont dit, ah bah pas du tout. Ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'elle doit se consacrer aux autres. Elle est venue pour ça et ça, c'est important. Donc, c'était dans l'autre sens, tu vois. C'était vraiment quelque chose où la personne devait, au contraire, être dans le don. Et elle sentait ça. Mais tout son entourage et même son travail de thérapie l'amenait ailleurs. Et moi, en tant que thérapeute, je ne l'aurais jamais amené à se dire qu'il faut qu'elle s'en fiche d'elle-même quelque part, tu vois. Les guides disaient pas ça à ce point, mais c'était non, elle doit faire ça parce que comme c'est dans son chemin de vie, ça va lui permettre de se sentir bien et d'être en connexion avec ce pourquoi elle s'est incarnée. Et à ce moment-là, ça va faire en sorte que là, elle va pouvoir s'occuper d'elle. Un peu comme en amour aussi, il faut d'abord s'aimer soi avant de pouvoir être heureux avec quelqu'un. Il y en a, non, c'est une fois qu'ils ont rencontré quelqu'un qu'ils sont heureux avec eux-mêmes. Et t'as beau faire de la psy, de lire plein de livres, le jour où tu découvres ça, ça peut enlever une épine du pied. Quand tu arrêtes de courir après l'amour de toi en premier lieu. Oui, c'est ça. Bien sûr, parce que oui, il y a aussi une autre situation où effectivement, le but, c'était pas de faire ce travail sur soi, mais son but d'incarnation, c'est de trouver une personne avec qui vivre en couple. Tout à fait. Oui, ça me rappelle une autre histoire. Alors, pour en revenir, parce que je voulais te poser la question, puis après on a parlé d'autre chose. Comme je prépare un documentaire là-dessus, sur malade ou possédé, est-ce que toi, tu as déjà eu affaire à des gens diagnostiqués schizophrènes, psychotiques, bipolaires, qui finalement étaient habités, selon toi, tu as vu qu'ils étaient habités ou à minima accompagnés, et suite à une libération d'âme, qui ont pu aller mieux? C'est parfois difficile selon le niveau d'imprégnation pour que la personne puisse être libérée. C'est-à-dire que parfois, ce sont des choses qui se produisent dans l'enfance ou après un choc traumatique. Quand il y a un choc traumatique, ce n'est pas une règle à 100% ce que je suis en train de dire, hein, mais c'est une possibilité qui est assez fréquente. Mais quand il y a un choc traumatique, notamment
quand il y a eu une attaque physique, donc de la violence physique ou un accident, ou quand on a un choc qui touche la douleur physique, eh bien on va avoir un effet de dissociation, c'est-à-dire que on va se couper de soi-même et on va devenir un peu observateur de soi, et comme si on devenait plus âme que corps pour pas sentir ce qui se passe au niveau physique. C'est un mécanisme de protection qui est tout à fait normal. Sauf que quand on fait ça, on laisse de la place dans notre corps, sans le vouloir, hein. Et aussi, selon le choc qu'on peut avoir, on peut avoir expérience de mort imminente, on peut avoir un coma, on peut une perte de connaissance, et à ce moment-là, c'est comme si on allait visiter le monde des défunts. Et on ne revient pas tout à fait pareil, parce que c'est comme si on avait rapporté des compétences supplémentaires. Aussi, il y a des personnes comme des enfants, la plupart des enfants jusqu'à 6 ans, il y a une grosse majorité d'enfants jusqu'à 6 ans qui ne voient pas que le monde habituel, mais qui voient aussi le monde inhabituel, le monde des défunts, souvent le monde des défunts pour les enfants. Et donc, selon la manière dont ils vont le vivre et la manière dont ils vont être accompagnés pour comprendre le monde habituel et le monde inhabituel, ça va leur permettre de soit continuer avec ces deux visions et d'être bien équilibré là-dedans. Comme moi, je peux très bien, par exemple, voir un vortex sur le sol, marcher dessus, et pas juste en marchant dessus, sursauter en disant « Oh là là, il y a un truc qui tourne, je risque de tomber dedans ». Ben non, parce que je sais que dans le monde habituel, physiquement, il peut m'arriver des choses énergétiques, mais là, je parle de physiquement, je ne vais pas tomber à travers le sol, alors que quelqu'un qui a perdu cette notion du monde habituel va avoir le vortex, va sursauter, va dire « Oh non, je ne peux pas marcher, il y a quelque chose sur le sol », parce que on mélange le monde habituel et inhabituel. Donc c'est là qu'on commence à avoir des problèmes psychiatriques, on va dire. Donc si on est imprégné depuis longtemps d'avoir des troubles entre le monde habituel et le monde inhabituel, eh bien ça devient difficile de vivre en société. Et plus ça fait longtemps qu'on a ça, plus c'est difficile de revenir à faire la différence entre le monde habituel et le monde inhabituel. Revenir à la lucidité. Oh, voilà. Aussi, donc ça c'est simplement quand on a une médiumnité comme moi je pourrais l'avoir ou d'autres peuvent l'avoir, et qu'on a du mal à discerner le monde habituel du monde spirituel, on va dire. Mais il y a aussi les possessions dont on a parlé tout à l'heure. Quand on a un être comme moi, j'ai été possédée par ce défunt, quand ce défunt il est venu à l'intérieur de moi, et si je n'ai pas la force de me récupérer, de revenir à l'intérieur de moi-même, ben, je suis quelque part, il y a un petit morceau de moi, mais c'est pas la totalité. De temps en temps, je peux reprendre le pouvoir et venir à 100%, et de temps en temps, je peux le perdre. Et si ça fait des années que c'est comme ça, c'est usant. C'est usant d'avoir quelqu'un qui est à l'intérieur de nous et de se battre contre quelqu'un à l'intérieur de nous. Et donc, notre âme, notre personnalité peut lâcher prise et se dire « j'ai plus la force ». Et là, ça va être difficile de faire revenir la personne parce qu'on va enlever cette entité. Et là, il va peut-être se retrouver du vide. Et si la personne ne la remplit pas, parce qu'on peut faire un soin énergétique et aider à ce que le corps éthérique revienne, mais ensuite, si elle a pris l'habitude de vivre dans un tout petit morceau d'elle-même, eh bien peut-être qu'elle va retourner faire ceci et que ça va laisser de la place pour une autre entité de venir. Donc ça nécessite aussi beaucoup d'accompagnement. C'est pas impossible, mais ça peut être difficile. Et puis il y a des cas où l'imprégnation est telle que ce n'est même pas possible de le faire, où il y a plusieurs imprégnations, c'est-à-dire plusieurs possessions, plusieurs défunts qui vivent à l'intérieur. Maintenant, il y a aussi des personnes qui sont diagnostiquées schizophrènes. J'ai une personne dans ma clientèle qui est dans ce cas-là, qui a fini par être diagnostiqué schizophrène. Et pour moi, il a une difficulté à gérer ses capacités médiumniques, ce qui fait qu'il mélange le monde habituel et le monde inhabituel, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et ça lui fait perdre notion de la réalité. Et là, effectivement, c'est difficile. Et du coup, lorsqu'il prend ses médicaments, son traitement, ça l'aide à ne plus voir le monde inhabituel et du coup voir que le monde habituel. Et ça aide aussi à ce qu'on puisse travailler sur le fait de bien comprendre ce que c'est le monde habituel et que quand il voit des choses du monde inhabituel, de réapprendre à discerner, garder cette lucidité dont tu parlais tout à l'heure. Et ça, c'est important et c'est pas toujours facile à faire, oui. Donc là, c'est un de tes consultants ? Oui, que j'ai
ça se fait quelque temps que je ne l'ai pas eu, mais je l'ai eu pendant plusieurs années en consultation, oui. D'accord. Oui. Ah, c'est intéressant. Parfois, je l'ai... au début, je l'avais assez régulièrement, et puis... en fait, parfois, quand les gens n'ont pas besoin, ils ne vont pas m'appeler juste pour me donner des nouvelles. Tu sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui? Non, ça fait peut-être 3-4 ans la dernière fois que je l'ai eu en ligne. Je ne saurais pas dire, je peux vérifier l'information, mais ça fait quelques années, oui. Donc finalement, quand ça t'est arrivé comme ça de te faire envahir, hein, de te faire posséder, utilisons le mot, si tu n'avais pas réussi à sortir cet être-là de toi, tu aurais pu devenir folle. C'est ce que j'ai annoncé. J'ai dit, soit mourir, soit devenir folle. T'aurais pu. Je ne sais pas si je serais morte, hein, mais en tout cas, devenir folle, c'est probable. Aussi bien, tu serais en HP aujourd'hui. C'est possible. Sous médoc. C'est possible. D'où ma question. Je me dis, peut-être qu'en hôpital psychiatrique, il y a des gens comme ça qui sont juste... qui n'ont plus de pouvoir sur eux-mêmes et qui sont possédés par d'autres. Est-ce que tu connais Carl Wickland? Non. Carl Wickland, il était psychiatre, il travaillait avec sa femme médium par incorporation. Donc, ils avaient les personnes en face d'eux, et l'esprit qui possédait la personne dite folle entrait dans le corps de sa femme médium, il parlait avec l'esprit pour ensuite le libérer et l'envoyer vers la lumière. Et ce qu'ils disent dans leur bouquin, c'est que ça libérait vraiment les gens. Alors après, est-ce que c'était durable ou pas, comme tu dis, c'est une faille, est-ce qu'une autre revenait derrière? C'est la question. Est-ce que c'était durable? Si c'est pris assez rapidement, comme nous, il y a des cas de possession dans l'équipe purification de lieux. Là, quand on va justement faire une libération, et que ça fait pas longtemps, enfin pas longtemps, ça peut faire 2 ans, 3 ans, hein, c'est pas non plus 10 ans. Ça dépend du taux d'imprégnation. Parfois, en 1 an, c'est comme si ça faisait 10 ans que l'entité était là, et parfois, en 10 ans, ça fait comme si c'était 1 an. C'est du taux d'imprégnation de... Est-ce que la personnalité est encore là ou est-ce qu'elle est complètement atténuée? Si elle est complètement atténuée, là, ça va être vraiment dur, même destructeur par moment. Et si elle est un peu altérée, beaucoup altérée, c'est là où on va pouvoir agir et faire quelque chose. Donc oui, on va libérer cette entité et ça se voit tout de suite la différence, c'est-à-dire que l'entourage va dire « je te retrouve comme tu étais avant, je te reconnaissais plus » ou même la personne, elle va dire « mais c'est fou, je me reconnais plus ». Il y a des possessions qui se font par localisation aussi. Parfois, quand on est dans un lieu, la possession se fait et quand on part du lieu, on se retrouve. Et on se dit, mais c'est incroyable. Quand je suis là-dedans, c'est comme si j'étais plus moi-même. Et quand je ressors, c'est mieux. Et donc là, c'est plus des purifications de lieux qu'on va devoir faire, mais aussi une protection de la personne, parce que ça veut dire qu'elle a des failles qui permettent à ces entités de rentrer à l'intérieur d'elle. Donc on relance un appel. S'il y a des personnes parmi vous, parmi celles qui nous écoutent, qui ont eu cette sensation d'être possédées, qui ont été libérées et qui là se sentent beaucoup mieux de manière durable, et en particulier des personnes qui ont pu être même diagnostiquées, qui ont pu être internées, n'hésitez pas à revenir vers nous, cela nous intéresse d'avoir votre témoignage. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, Sorine, là qui te vient comme ça, spontanément, peut-être soufflé par un guide? Eh bien, comme à mon habitude, je n'ai pas ouvert ma connexion. Donc, appuie sur le bouton. Oui, c'est ça, exactement. Non, mais après, ce sont des sujets qui sont assez passionnants. Et c'est vrai que dans d'autres cultures, par exemple, les personnes qu'on peut diagnostiquer avec un trouble psychiatrique sont pris en charge et accompagnés et pas mis par peur à l'écart. Et ça permet quelque part que le fait d'être dans le monde inhabituel ou de voir des entités, des défunts autour, ou même par exemple, ça m'est arrivé, j'ai une de mes clientes qui était comme ça, elle est en train de te parler, puis d'un coup elle dit « Oh mais c'est bon, arrête de me parler comme ça, tu vois pas que je parle avec Sorine ?» Parce qu'il y a son guide qui vient l'interpeller, puis elle se met à parler. Mais ça, c'est un comportement qui peut nous paraître complètement farfelu. En séance, moi, je vois bien qu'elle est en train de parler à son guide, donc du coup, ça me choque pas, je sais à qui elle parle. Mais dans la rue et dans la vie de tous les jours, tu vas sursauter. Moi, je le fais jamais, parce que j'arrive bien à faire la différence monde habituel, monde inhabituel. Et là, quand tu vois ça, tu te dis, oulala, elle a l'air bizarre, la dame. Et alors que si
justement dans notre monde habituel, on ouvrait un petit peu de place pour se dire que c'est pas anormal et que ça n'a pas à nous faire peur et qu'on peut entrer en interaction avec elle et lui dire bah tu parles à qui? Ah ben c'est mon guide. Ah ouais, ah génial, comment il va, qu'est-ce qu'il te dit, enfin je sais pas. Du coup, au lieu d'une conversation en binôme, ben, d'un coup on a quelqu'un d'autre qui vient se mêler et ça devient un peu plus ouvert et plus accepté. Et du coup, ça évite aussi que ça prenne des proportions graves parce que on est en train de se dire ça y est, je suis complètement fou, je parle à quelqu'un que les autres ne voient pas, ou même les enfants qui voient le monstre du placard. Oh, j'ai peut-être une dernière anecdote parce que ça vaut la peine. Avec les enfants, quand ils disent oh, il y a un monstre. Alors, c'est vrai qu'il y a des fois des moments où ils ont des peurs, ils ont besoin d'être rassurés, ils vont trouver ça à dire. Et effectivement, il n'y a pas de monstre. Mais si vous n'avez pas la capacité de le voir, c'est compliqué de le vérifier. Moi, je peux le vérifier. Donc, du coup, il y a des fois où j'ai dit ah non, là, non, c'était pas vrai. Et puis d'autres fois où c'est le cas. J'étais avec une amie et ses enfants, on dormait chez une de mes cousines et on entend une des filles pleurer. Elle a des capacités, elle avait peut-être 6 ans ou 7 ans, je ne me rappelle plus, 6 ans je pense. Et elle pleure, sa maman va pour la rassurer, l'aider à se rendormir, etc. Et elle descend et elle me dit est-ce que tu peux aller voir parce qu'elle me dit qu'il y a quelqu'un dans le placard. Et elle me dit moi je vois rien, donc je sais pas quoi faire. Donc je vais la voir et elle pleure et elle me dit j'ai peur, il y a deux personnes dans le placard. Je lui dis ok, ben viens, je vais regarder. J'ouvre le placard, je regarde, je vois un monsieur avec un chapeau et une dame avec les cheveux bouclés et rousse. Rousse, ça c'est péchu, je veux dire. Et là, je lui dis ah bon, et alors dis-moi comment ils sont. Il y a un monsieur avec un chapeau et une dame avec les cheveux rouges. Donc je lui dis ok, je lui dis bah oui, moi je vois les mêmes, mais moi je suis tranquille puisqu'ils me font pas peur en fait. Mais toi, c'est l'habitude, toi. Ah oui, moi je suis tranquille. Et je lui dis ah ok, je vois les mêmes. Donc elle, ça la rassure déjà. Elle est en mode parce que c'est ça aussi à un moment donné, les enfants, on va leur faire couper leur capacité ou leur faire croire qu'ils ont un problème parce que d'autres ne le voient pas. Tu vois, et c'est comme ça qu'on peut aussi commencer à quelque part, je ne veux pas dire créer un trouble psy, mais créer une dissociation entre le monde habituel et le monde inhabituel. Et donc, je lui dis, viens avec moi, on va dans le placard, on va en parler, on va leur parler, on va leur demander de partir. Donc elle s'accroche, non, j'ai peur. Je lui dis, si, tu vas venir avec moi. Moi, j'ai pas peur, tu vas venir avec moi parce que je vais t'apprendre, parce que ça va arriver d'autres fois, tu vas en voir d'autres et il faut que tu apprennes à le faire. Donc, elle vient avec moi et je lui dis, maintenant, on va leur expliquer que toi, tu as besoin de dormir et qu'ils te font peur. Et tu vas leur demander de partir et il faut que tu leur demandes gentiment parce qu'eux, ils ne voulaient pas te faire peur, tu vois. Et donc, moi, elle leur dit, moi, je leur dis. Et du coup, ils ont disparu. Ils sont revenus après parce qu'ils n'ont pas été chassés. C'est juste ils ont compris qu'elle avait besoin de ne pas les voir. Et je descends et je dis à ma cousine, oui, effectivement, il y avait du monde dans ton placard. Elle me dit, le monsieur avec son chapeau et la dame avec les cheveux bouclés rousses. Et je dis mais pourquoi tu l'as pas dit? Elle me dit je suis désolée, j'y avais pas pensé et je savais pas que la petite allait les voir, je suis désolée, sinon je leur aurais demandé de partir. Mais comme c'était des fins pas gênants, elle les avait laissés. Parce qu'on est nombreux dans ma famille à avoir des capacités. Voilà en conclusion. Et ça aurait pu durer encore bien longtemps parce que c'est des sujets passionnants. Merci de m'avoir invitée parce que c'est beau de pouvoir avoir autant de temps de discussion et une ouverture aussi où on peut parler sereinement, où on se dit qu'on va pouvoir transmettre quelque chose que l'on connaît. Alors j'allais dire au revoir aussi, mais je suis désolée, il y a une autre question qui me vient, ce sera la dernière. Si toi, en tant que médium, un psychiatre faisait appel à toi, justement pour coopérer, imagine un psychiatre te dit, allez, venez, Madame André, nous allons voir nos patients, certains patients disent voir telle personne, toi tu pourrais infirmer ou confirmer ce que voit la personne, et éventuellement peut-être les aider à travailler et déterminer si oui ou non la personne a encore besoin de médicaments ou en coopération avec le psychiatre. Alors, je ne sais pas si j'irai jusqu'à la prescription médicale de dire s'il y a besoin ou pas. Mais... Pas toi, justement, avec le psychiatre, vous pourriez déterminer cela, observer les gens. Et puis savoir si c'est possible, parce que malheureusement, je vais peut-être donner une nouvelle où certains d'entre vous seront absolument offusqués et pas d'accord, mais moi, c'est ma vision. C'est pas possible
pour tout le monde. On ne va pas pouvoir permettre à tout le monde de revenir dans le monde habituel. Il y a des personnes qui sont trop imprégnées, malheureusement. Malheureusement, c'est pas possible parce qu'on ne l'a pas pris assez tôt et notre société n'est pas faite pour ça. On n'a pas cette ouverture d'esprit, c'est dommage, mais il y a d'autres époques, d'autres moments où il y avait cette ouverture pour accepter ces personnes-là dans le monde habituel et leur permettre d'être protégées plutôt que d'être rejetées. Donc oui, et j'ai déjà été contactée par un psychiatre pour enfants. Malheureusement, à cette époque-là, dans ma vie, il y avait beaucoup trop de tempêtes, on va dire, et je n'avais pas la possibilité d'offrir du temps là-dessus. En tout cas, je n'avais pas la tranquillité d'esprit moi-même de pouvoir avoir du temps à consacrer là-dessus. Mais il y a un psychiatre qui a contacté des médiums et qui m'a contacté, qu'elle m'a contacté d'autres aussi, parce que j'ai entendu encore parler de lui quelques années après. Parce qu'il voulait faire un travail avec des médiums parce qu'il s'est rendu compte que ça aidait énormément les enfants. Merci Sorine pour cet entretien, pour ce temps passé avec nous. J'espère que vous, auditeurs, avez passé également un très bon moment. Alors, que vous soyez sceptiques, que vous soyez croyants, entre guillemets, ou que vous ayez vous-même expérimenté ces choses ou non, peut-être que ça vous aura donné une petite graine en plus. À bientôt, certainement. Pour la suite, parce que... Avec plaisir. Parce que je pense qu'on s'est dit 1/10 de ce qu'on aurait aimé se dire. Oui. Donc on va pouvoir le faire en plusieurs épisodes. Merci à vous. Nous rappelons que le magazine Nexus est un magazine papier auquel vous pouvez vous abonner, que vous pouvez également trouver à l'unité. Merci par avance pour vos abonnements. C'est ça qui nous permet de continuer.